Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 18 h à Paris, à la une de l'actualité. Israël et le Hamas ont conclu un accord pour une trêve à Gaza, selon l'agence Reuters, et cela 15 mois après le début de la guerre. Les négociations pour cette trêve étaient entrées dans une phase finale à Doha, au Qatar. On attend d'ailleurs une conférence de presse du porte-parole des Affaires étrangères du Qatar. Nous irons directement à Jérusalem, bien sûr, retrouver Claire Duhamel, notre correspondante. Nous en parlerons également avec Florent Rodeau et puis également avec des invités. Nous irons également retrouver à Washington Mathieu Mabin. Un accord a donc été conclu, un accord pour une trêve à Gaza, conclu entre Israël et le Hamas. On l'attendait. Eh bien, il a eu lieu. On va tout de suite à Jérusalem retrouver Claire Duhamel. Claire, depuis 24 heures, on attendait justement la signature d'un tel accord. Il y avait ces négociations au Qatar, négociations donc qui étaient vraiment à leur point final, enfin en tout cas dans leur phase terminale, comme disait le Qatar. Où en est-on et finalement que contient cet accord? Qu'est-ce qu'on sait? Bonsoir Stéphanie. Oui, on peut désormais le dire avec certitude. C'est dit aussi bien par des sources officielles israéliennes que palestiniennes. L'accord de cessez-le-feu à Gaza a été trouvé. Le Hamas l'a officialisé dans un communiqué notamment publié par Al Jazeera. Des représentants du Hamas ont aussi rencontré le Premier ministre qatari ce soir et on attend une déclaration du Qatar, une conférence de presse qui devrait se tenir très prochainement. L'officialisation devrait être faite ce soir ou au maximum demain. Ce que l'on sait de cet accord, c'est que c'est un cessez-le-feu en plusieurs phases. La première phase devrait durer 42 jours, voire la libération de quelques 33 otages israéliens. Le Hamas a publié une liste avec les noms de ces otages, mais ne précise pas qui parmi ces otages sont vivants et qui parmi ces otages sont morts. Les réactions affluent évidemment en Israël. Le Forum des familles d'otages salue le retour probable de ces otages, mais s'inquiète du sort des autres, puisqu'il y a en tout 96 otages israéliens dans la bande de Gaza. Les autres pourraient être libérés dans la deuxième et la troisième phase de l'accord, mais les contours de ces phases ne sont pour l'instant pas clairs. Ils devraient être négociés alors que le cessez-le-feu aura commencé. Alors cet accord, il est en substance celui qu'avait voulu Joe Biden depuis mai 2023. Il aura fallu 8 mois pour que cela devienne concret. Il aura fallu la pression de la nouvelle administration américaine, celle de Donald Trump, pour que cet accord devienne une réalité. Oui, Claire, on a vu qu'à Doha, au Qatar, il y avait à la fois l'émissaire, l'envoyé spécial de Joe Biden et l'envoyé spécial de Donald Trump, ensemble, donc avec les autorités du Qatar et puis bien sûr avec le représentant du Hamas et puis également le représentant du Mossad, me semble-t-il. Et c'était un peu une première. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné cette fois? Des pressions plus importantes du côté de Trump? Oui, bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vu d'ici, l'espoir a commencé samedi dernier, puisque samedi, le nouvel envoyé pour le Proche-Orient de Donald Trump, Steve Witkoff, est venu ici à Jérusalem. Il a rencontré Benjamin Netanyahou, ainsi que le ministre de la Défense israélien et l'ancien négociateur pour le Proche-Orient, et il aurait menacé plus explicitement les Israéliens. Et c'est suite à cela que les Israéliens ont envoyé une nouvelle délégation à Doha, au Qatar, et que, eh bien, cet accord a pu aboutir. Mais dans ces termes, les termes de l'accord qui fuite depuis 24 heures, c'est bien assez similaire à ce qui était discuté depuis mai 2023. Il y a une formule du Jérusalem Post qui résume bien cela. En quelque sorte, c'est le travail de l'administration Biden et la pression de l'administration Trump qui a permis à ce que cet accord soit scellé. Lorsque vous parliez de 3 phases, c'est vrai que c'est difficile d'en savoir beaucoup plus, mais manifestement, lors de la première phase, il y aurait plutôt une libération des femmes et des enfants prisonniers palestiniens en Israël. Et on parle aussi d'un rythme de libération de 3 otages par semaine. Oui, c'est exactement cela. On parle d'un ratio d'un otage israélien pour 30 prisonniers politiques palestiniens. Ce ratio peut même monter jusqu'à 50 prisonniers dans certains cas. Parmi cette liste de 33 otages qui a été publiée par le Hamas il y a déjà une dizaine de jours, il y a quelques enfants, il y a des femmes soldates et des personnes âgées. Ce sont les premiers qui devraient être libérés potentiellement dès dimanche prochain. Cela se fera progressivement. On parle de 3 otages au bout du 3e
jour, d'autres otages au bout du 7e jour et ensuite un rythme d'environ 3 otages par semaine. Ça, c'est ce qui ressort des fuites de cet accord de cessez-le-feu. Cela peut évidemment évoluer dans les prochains jours. Pour l'instant, rien n'est officiel tant que ce n'est pas annoncé, que ce soit ce soir au Qatar ou plutôt demain. Est-ce que vous avez déjà des réactions sur place, Claire? Vous disiez que le comité donc, des otages, des familles d'otages avait réagi. On sait qu'un certain nombre de familles étaient défavorables à cet accord d'Israël. Oui, ce qui est certain, c'est que ce soit pour les Israéliens ou pour les Palestiniens, ces heures de négociation ont été vécues avec beaucoup d'angoisse. En Israël, il y a eu des manifestations des familles d'otages soutenues par une grande partie de la population israélienne. Pour eux, évidemment, ces dernières heures d'attente sont insoutenables. Beaucoup ne savent pas si leurs proches sont vivants ou si leurs proches sont morts. Il y a aussi en Israël des Israéliens qui s'opposent à cet accord, qui estiment qu'il est trop favorable au Hamas. Il y a des ministres d'extrême droite, tels qu'Itamar Ben-Gvir, qui se sont formellement prononcé contre cet accord. Itamar Ben-Gvir, hier, dans un communiqué sur X, disait que pendant des mois, il avait tout fait pour empêcher que cet accord n'aboutisse. Le fait est que cet accord est en train d'aboutir, qu'une large partie de la population israélienne s'en satisfait néanmoins et qu'à Gaza, évidemment, c'est pris avec énormément de joie. C'était un espoir dans le désespoir. Les Gazaouis vont enfin pouvoir souffler un petit peu. Il y a la question du retour des Gazaouis au nord de Gaza. C'est ce que veulent les Palestiniens depuis des mois. Je parle depuis 48 heures avec beaucoup de contacts palestiniens à Gaza qui me disent que pour la première fois, ils entrevoient un avenir dans l'enclave palestinienne de Gaza. Merci Claire, et on va en parler aussi avec Florent Rodeau qui m'a rejoint sur ce plateau. Vous restez avec nous, hein, Claire, bien sûr, en direct de Jérusalem pour développer justement cet accord qui était un peu inespéré. Ça faisait combien de mois depuis Il a été proposé au mois de mai par l'administration Biden. Exactement, au mois de mai depuis l'administration Biden, parce que finalement, il reste le même. Hein. C'est pour ça que Claire parlait du travail de Biden et de la pression de Trump. Donc 3 phases hein, pour y revenir. 33 otages a priori lors de cette première phase. 3 otages par semaine. A priori des malades, des femmes et des enfants dans cette première phase. Alors a priori on nous parle d'une fréquence d'1 fois par semaine. Évidemment on attend la prise de parole des Qatariens, peut-être des Égyptiens également pour nous donner plus de détails. On sait que le cabinet de sécurité israélien doit se réunir dans la soirée, avec peut-être une prise de parole, peut-être du Premier ministre, peut-être d'un ministre. On sait d'ailleurs que Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères, a écourté son voyage à Rome, signe bien sûr que l'accord était imminent. Première phase qui verrait également la libération donc de 1000 prisonniers palestiniens. Alors je me permets d'apporter une précision, ce ne sont pas uniquement des prisonniers politiques qui seraient libérés, puisqu'il y aurait également des gens condamnés pour des crimes de sang, des Palestiniens qui auraient donc assassiné des Israéliens et qui auraient eu une peine de prison supérieure à 15 ans, mais ce ne sont pas des gens impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023. C'est important de le préciser. C'était une ligne rouge pour Benyamin Netanyahou. Intéressant, vous parliez de cette synergie entre l'administration Biden et l'administration Trump. Oui, c'est le cas pour obtenir cet accord, mais une fois que Donald Trump sera revenu au pouvoir, eh bien on sait bien que cette synergie, elle ne sera évidemment plus là. Donald Trump, c'est un pro-israélien convaincu. Entre 2017 et 2021, ça a été le meilleur ami de Benyamin Netanyahou sur la scène internationale. Ce devrait être encore le cas ces 4 prochaines années. La première phase, on y revient Stéphanie, elle verrait également le retrait partiel de l'armée israélienne de la bande de Gaza, tout en conservant 2 choses très importantes, 2 territoires très importants. Tout d'abord, un couloir de 800 mètres à l'intérieur de l'enclave palestinienne, mais aussi le contrôle du désormais célèbre corridor de Philadelphie. C'est à l'extrême sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, où le Hamas, avant le 7 octobre 2023, recevait des armes, notamment de ses soutiens. La deuxième phase, elle, débuterait au bout de 16 jours. Alors évidemment, on est encore prudent. L'accord a été conclu, mais on verra bien s'il est mis en œuvre comme cela est prévu. Cette fois, des hommes israéliens de moins de 50 ans pourraient être libérés. Et enfin, la troisième phase, là, ça serait le retour de tous les captifs, morts ou vivants. On parle de 94 à 98 otages qui seraient toujours aux mains, notamment du Hamas, mais il y a aussi le djihad islamique, il y a aussi le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. On ne sait pas quel groupe détient quel otage. On
pense a priori qu'une trentaine d'otages israéliens seraient morts sur les 94 à 98. La troisième phase, on est encore bien loin puisque notamment les ministres d'extrême droite s'opposent à cet accord. Alors on nous assure que cet accord, il peut passer même sans leur accord, mais la question derrière tout ça, c'est est-ce que la coalition ne va pas exploser? On rappelle que c'est quand même l'assurance vie de Benyamin Netanyahou. Et voilà, bien sûr, on voit ces images en direct, donc de réactions de familles d'otages. Ofer Bronstein, vous êtes par téléphone avec nous. Merci d'être présent ce soir. Votre réaction justement à cet accord qu'on attendait depuis le mois de mars, Ma première réaction, c'est trop peu, trop tard. Les pleurs des familles des enfants, des otages sont à la fois des pleurs de joie et des pleurs de tristesse. Très peu, parce qu'en fin de compte, sur les presque 100 otages qui, théoriquement, seraient en vie, mais on sait bien qu'une bonne partie d'entre eux ne l'est plus. Il n'y a que 33 qui vont être libérés sur 42 jours. Donc, imaginez-vous que ressentent les familles des otages qui ne sont pas dans ces listes-là. Imaginez-vous que ressentent les parents des otages qui doivent attendre encore 1 mois et demi, sachant que leur fils, leur frère, leur mari va être, ou leur sœur, va être libéré, mais pas encore. Donc Donc il est mal négocié, selon vous, Ofer Bronstein, cet accord? Il n'est pas mal négocié, il n'est pas négocié. Les paramètres de cet accord, on les connaissait déjà depuis presque 1 an. Pas beaucoup de choses ont changé. Quelques kilomètres à droite, quelques otages de plus, quelques prisonniers palestiniens de plus. Donc s'il y avait une volonté, une détermination politique de la part des uns et des autres, je crois que de la part des Israéliens en particulier, je pense qu'ils auraient été capables d'arriver à un accord il y a presque 1 an et de permettre à plus d'otages qui étaient à l'époque en vie d'être libérés. En échange, comme ça a été dit, il y aura plus de 1000 prisonniers palestiniens qui seront libérés. Et pas des moindres, quand même, Marwan Barghouti qui sera apparemment libéré, et quand même le leader incontesté aujourd'hui des Palestiniens, celui qui sera peut-être capable d'unir les forces des uns et des autres. C'est un pragmatique, jugé pour 6 peines de mort et 6 prisons à vie. Et je crois qu'il est l'homme qui pourrait aujourd'hui unir les Palestiniens, être pragmatique et plus tard être celui qui négociera avec les Israéliens pour la suite. Mais c'est un date pareil, c'est un poids lourd de la résistance palestinienne. Donc ça aussi, c'est ce qui est intéressant dans cette histoire. Alors que c'est une défaite totale pour les uns comme pour les autres. Ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est les Israéliens ont perdu et les Palestiniens ont perdu. Ce que les uns et les autres laissent derrière eux, c'est des cadavres, c'est des blessés, c'est des blessures, c'est du poison et c'est de la destruction. Et pourtant, aujourd'hui, vous allez voir les uns comme les autres crier victoire. Donc, vous savez, des victoires comme celle-là, moi, si j'avais été palestinien ou israélien, je m'en abstiendrais. Mais je veux rester encore quand même un peu optimiste ce soir. Ça fait plaisir de savoir qu'une partie des otages soit libérée. En particulier, et je crois que ce sera les premiers libérés, c'est les enfants de la famille Bibas. C'est des bébés qui ont été enlevés. Apparemment, ils sont vivants. Apparemment, c'est les premiers qui vont être libérés ce soir. Donc, de voir des bébés qui ont grandi pendant presque 2 ans, 14-65 jours, dans des tunnels, les voir libérés, ça doit être merveilleux pour les familles et pour les parents. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Et côté palestinien, vous disiez effectivement, Barghouti libéré, ça avait été un des points de négociation en particulier? Oui, je pense que les Israéliens ne voulaient pas libérer Marwan Barghouti au départ, dans la mesure où on a toujours vu Marwan Barghouti comme étant une carte d'échange pour les prochaines négociations, qu'il est symbolique, qu'il est charismatique, qu'il est l'homme le plus connu, qui est l'homme qui fait l'unanimité chez les Palestiniens. Donc les Israéliens ne voulaient pas le voir sortir de prison. Je pense que c'est une chose acquise pour les Palestiniens. Ce qui est dommageable au niveau politique, c'est qu'il est libéré
grâce au Hamas. Alors que Marwan Barghouti est un homme du Fatah, est un homme de l'OLP. C'est un modéré, c'est pas un religieux. Et ça risque, j'espère que ce ne sera pas le cas, qu'il soit redevable au Hamas. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas, qu'il saura faire de l'ordre et unir les Palestiniens, parce que ce qui est important après, c'est ces étapes de libération et d'accord entre Israéliens et Palestiniens, c'est de passer au jour d'après, au stade d'après, à la reconstruction, à penser les plaies, et j'espère une émergence chez les Israéliens comme chez les Palestiniens, d'hommes, de femmes et d'hommes pragmatiques qui vont demander à aller de l'avant, et que ce qui s'est passé le 7 octobre, cette guerre de terrible, catastrophique de Gaza ne se reproduise plus. Vous restez avec nous, Ofer Bronstein. Je vais tout de suite à Washington retrouver Mathieu Mabin, notre correspondant, parce qu'il y a une déclaration à l'instant de Donald Trump. Nous avons un accord sur les otages à Gaza. Se félicite à l'instant Donald Trump, direction donc Washington. Mathieu Mabin, effectivement, il l'annonce tout de suite comme une victoire politique, Donald Trump. Oui, absolument. On l'a compris. Tout ce qu'on sait au moment où on parle, c'est que les deux parties se sont prononcées en faveur d'un accord qui contiendrait un arrêt des hostilités, vous l'avez rappelé à l'instant, ainsi qu'un échange entre otages et prisonniers. Et non pas un échange de prisonniers comme on a pu l'entendre ici ou là, que les choses soient claires sur ce point. Alors évidemment, ce qui commence à prendre l'apparence d'une avancée majeure, il faut quand même le souligner dans ce dossier, est directement lié au calendrier américain, évidemment. Ça ne vous aura pas échappé. D'abord, ces dernières semaines, l'administration Biden a redoublé d'efforts pour que le départ du président sortant ne se fasse pas concrètement sur un échec trop marqué après les efforts, c'est vrai, considérable consentis par la diplomatie américaine. On ne compte plus les allers-retours d'Anthony Blinken au Moyen-Orient et dans cette politique menée depuis 2 ans presque au Moyen-Orient. Ensuite, c'est vrai, les protagonistes de ce conflit font en réalité face désormais à 2 présidents des États-Unis poussant dans la même direction, mais évidemment dans le but de servir leurs intérêts propres, puisque Donald Trump n'a pas attendu de retrouver le bureau ovale pour exercer, c'est vrai, également une forte pression, notamment sur le Premier ministre israélien. Mais pas seulement, celui qui sera investi dans quelques jours n'a pas cessé de brandir des menaces directes contre le Hamas, affirmant que si les otages n'étaient pas rapidement libérés, c'est-à-dire avant le 20 janvier, date de son entrée en fonction, l'organisation islamiste s'exposait, je cite, à des sanctions brutales de la part de la nouvelle administration américaine. Voilà, au stade où nous en sommes, on ne peut pas dire grand-chose de plus, sachant que Joe Biden doit s'exprimer dans son discours d'adieu à la nation dans quelques heures et qu'il est fort probable qu'il se soit réservé quelques informations plus précises sur le déroulé de cet accord dans les prochaines heures et les prochains jours, évidemment. Oui, on attend toujours plus d'informations, Mathieu. Mais en tout cas, sur le futur, justement, de cette région, on peut dire que la vision de Donald Trump n'est pas exactement celle de Joe Biden. Non, absolument, et ça n'a jamais été le cas. On connaît effectivement la logique qui a guidé la politique diplomatique, l'action diplomatique menée par Donald Trump. On a 4 ans d'expérience dans ce domaine, vous vous en souvenez, le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, évidemment les accords qui ont effectivement permis le maintien d'un dialogue entre la diplomatie américaine et les pays arabes voisins d'Israël, les fameux accords d'Abraham, l'approche effectivement que Joe Biden a menée au cours des 2 dernières années, des 18 derniers mois concrètement, tranche avec la tonalité que revendique la diplomatie trumpienne, si vous me pardonnez l'expression. Mais le contraste également, c'est tout simplement l'intérêt que les 2 hommes ont manifesté pour cette région avant le 7 octobre. Joe Biden était en réalité un peu l'héritier de Barack Obama, dont on peut raisonnablement dire qu'il avait un peu abandonné le dossier, considérant qu'il n'y avait pas d'issue favorable possible, en tout cas pour la durée du mandat d'un président des États-Unis. Ce n'est pas du tout la logique qu'a suivi Donald Trump durant les 4 années d'exercice de son premier mandat, et il apparaît que ce n'est pas non plus la logique qu'il suivra pour les 4 prochaines années.
Merci Mathieu Mabin. Ofer Bronstein, vous êtes encore avec nous pendant quelques minutes. Une réaction justement à cette auto-satisfaction de Donald Trump qui dit voilà, on a un accord. Est-ce qu'effectivement Donald Trump a joué un rôle majeur à votre avis? Je veux espérer que non. Parce que si M. Netanyahou ou le Hamas sont arrivés à un accord pour faire plaisir ou pour faire un cadeau à M. Donald Trump, je trouve ça d'un cynisme terrible et inacceptable. On ne fait pas de cadeau à quelqu'un en sauvant la vie à des otages ou en libérant des prisonniers ou en arrêtant la guerre à Gaza. Ça, c'est incompréhensible. Qu'il y ait de l'aide américaine tout au long de ce parcours, oui, que les Américains aient joué un rôle d'entremetteur, oui, que les Américains ont fait pression sur les Qataris et sur les autres, très bien, mais qu'on l'ait fait à quelques jours de l'entrée de M. Trump à la Maison-Blanche comme cadeau, ça je le trouve, j'espère que c'est faux, je le trouve inadmissible. Oui, mais il y a bien une différence là. Est-ce que pour que ça ait fonctionné soudainement, ce n'est pas un hasard que ça ait fonctionné quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, Ofer Bronstein? Moi, personnellement, je veux croire que c'est un hasard, puisque tout était préparé. Le fait que Donald Trump ait fait pression ces derniers jours en disant « Allez-y, je vous demande de finaliser ce deal avant que je rentre à la Maison-Blanche, sinon je vais me fâcher », c'est un élément. Mais n'oublions pas que l'administration Biden, depuis déjà le début de la crise, a fait tout ce qu'elle pouvait à tous les niveaux pour qu'il y ait des libérations d'otages et qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc, je suis ravi. Comme je vous l'ai dit, cet accord, il aurait pu être fait déjà depuis presque un an. Oui. Je déplore qu'il se fasse aujourd'hui, et je le déplore encore plus s'il a été fait uniquement pour plaire à M. Donald Trump. Et une question sur Benjamin Netanyahou. Ofer Bronstein, on sait que justement Ben Gvir et Smotrich étaient totalement contre, ont toujours été, d'ailleurs ils l'ont même dit hier, contre cet accord. Comment a-t-il fait cette fois, le Premier ministre israélien, pour se passer finalement des deux opposants à cet accord, que sont justement ces deux ministres d'extrême droite? Ceux qui s'opposent aujourd'hui à un accord qui permet de libérer des otages, des femmes, des enfants, des bébés, et des hommes et des femmes blessés, est un assassin. C'est quelqu'un qui appelle à leur mort, claire et nette. Et s'ils ont empêché à ce jour M. Netanyahou de faire un accord, c'est parce que ce sont des assassins. Oui. J'espère que l'histoire va les juger. Je suis très clair. Maintenant, Smotrich et Ben Gvir... Il avait cédé à leur pression, Ofer Bronstein, Netanyahou. Si on cède à des pressions pour sauver des vies, quand on est le président d'un pays, le leader d'un pays, on mérite pas de diriger ce pays. La première qu'on demande d'un dirigeant d'un pays, c'est de protéger ses citoyens. C'est pas de céder à des pressions politiques ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Maintenant, il est évident et il est vrai que si l'accord n'a pas été fait, c'est à cause des pressions des extrémistes messianiques fascisants qui sont M. Ben Gvir et M. Smotrich. À ce jour, celui qui a dit qu'il partirait, qu'il quitterait le gouvernement si un accord est fait, c'est M. Ben Gvir. M. Smotrich ne le suit pas. Il lui a été promis toute une série de facilités financières pour aider les colonies, mais M. Ben Gvir a dit qu'il quitterait. J'espère qu'il tiendra parole. Ça ne veut pas dire que le gouvernement de Netanyahou tombe, pour deux raisons. Un, sa coalition s'est agrandie ces derniers jours avec le parti du ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Donc il a une petite réserve de parlementaires pour le soutenir au Parlement. Et de plus est, le chef de l'opposition, Yair Lapid, a dit clairement depuis 2 jours que s'il le fallait, il soutiendrait le gouvernement Netanyahou de l'extérieur pour que cet accord soit signé. Donc sa coalition n'est pas en danger. Et j'espère vraiment que Ben Gvir, qui lui, par contre, met en danger la vie des Israéliens, la vie des otages, qu'il respecte sa parole et qu'il quitte ce gouvernement.
Merci beaucoup, Ofer Bronstein, d'avoir réagi à chaud à cette annonce d'un accord donc, entre Israël et le Hamas pour un échange, justement, une libération des otages israéliens à Gaza contre une libération de prisonniers palestiniens en Israël. On continue cette édition spéciale tout de suite. Jérusalem, à nouveau, je vous ferai réagir, bien sûr, Florent, mais à Jérusalem, Claire Duhamel, on apprend à l'instant que le gouvernement israélien va donc voter demain, jeudi, ce fameux deal, ce fameux accord sur Gaza. On l'a vu à l'instant, on en parlait il y a un instant, Claire, que Ben Gvir allait probablement quitter la coalition. Que va-t-il se passer concrètement? Est-ce que Netanyahou va conserver suffisamment de soutien? Alors c'est un peu tôt pour le dire avec précision. On sait qu'il y a eu des réunions politiques au plus haut niveau depuis 24 heures en Israël. Itamar Ben Gvir a très clairement dit qu'il était contre cet accord. Il a appelé son allié Bezalel Smotrich à faire de même. Les positions de Bezalel Smotrich sont un petit peu moins claires. Et comme le rappelait très bien Ofer Bronstein, eh bien Benjamin Netanyahou a aussi noué de nouvelles alliances récemment qui le rendent un petit peu moins dépendant de son extrême droite pour sa coalition. Il apparaît que la pression américaine a été supérieure à la pression de l'extrême droite sur Benjamin Netanyahou. C'est vraisemblablement ce qui a permis de débloquer la situation, ce qui a permis à cet accord de s'officialiser. On attend les nouvelles officielles puisque ce cessez-le-feu, il pourrait être annoncé ce soir ou bien demain après ces réunions au plus haut de l'État israélien. Florent Rodeau, c'est quand même une étape extrêmement importante. Alors c'est vrai qu'Ofer Bronstein, lui, aurait souhaité que tous les otages soient libérés d'un coup. Là, effectivement, on parle de 33 otages. Ensuite, on ne sait pas très bien comment vont se dérouler cette seconde et cette troisième phase. Il dit que c'est beaucoup trop tard. Mais enfin, c'est tout de même porteur d'espoir. Oui, c'est porteur d'espoir. On a beaucoup parlé de la position américaine, on a beaucoup parlé de la position israélienne. Il faut peut-être aussi parler des Palestiniens. Pourquoi le Hamas et ses alliés, Djihad islamique et Front populaire de libération de la Palestine, ont accepté aujourd'hui un tel accord? Eh bien, en fait, parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils arrivent à la table des négociations dans un état critique. Depuis 15 mois, on le sait, on en parle quotidiennement sur notre antenne, Stéphanie. Eh bien, le Hamas est pilonné. Dès qu'une cible est identifiée par l'État hébreu, elle est bombardée, traitée. Aujourd'hui, le Hamas, dans quel état est-il? Son commandement a été décapité, ses capacités militaires sont alors quasiment réduites à néant, à priori en tout cas à genoux, ses capacités militaires. Difficile évidemment d'avoir des informations. On rappelle que la presse internationale n'est toujours pas autorisée à rentrer dans la bande de Gaza, ce qui évidemment nous empêche d'avoir toutes les informations qu'on aimerait. Non, évidemment, le Hamas, eh bien, il joue peut-être aussi sa survie. Alors, il ne pense pas a priori aux Gazaouis, dont il se fiche éperdument. On l'a assez répété sur ce plateau. Et il arrive avec des conditions qui sont bien différentes de celles qui étaient les siennes il y a encore quelques mois. Le Hamas posait comme condition préalable à tout accord le départ total et immédiat de toutes les troupes israéliennes de la bande de Gaza. Ce n'est plus le cas. Le Hamas ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de revendications aujourd'hui. On a bien vu l'évolution de sa position, la baisse de ses ambitions au fur et à mesure de son affaiblissement progressif. Ce qui est sûr, c'est que côté palestinien, on a scruté les cartes qui ont été envoyées par Israël, d'où se retira l'armée israélienne et surtout quand. Le calendrier, bien sûr, il est crucial dans ce dossier. Claire, est-ce que vous êtes toujours avec nous justement pour revenir sur ce... Non, on me dit que vous n'êtes plus avec nous. Pierre Benazet est avec nous. Pierre Benazet, donc, qui est à Bruxelles. On ne voit pas encore de réaction côté européen, Pierre, mais on sait à quel point, effectivement, la diplomatie européenne tentait, en tout cas, d'avoir une voix. Tenter d'avoir une voix, effectivement, tenter de manière un petit peu désordonnée. On a vu beaucoup de valses hésitations au sein de l'Union européenne pendant assez longtemps d'ailleurs sur la position à adopter au sujet du conflit entre Israël et le Hamas. On sait que les Européens étaient extrêmement divisés avec des pays qui étaient plutôt partisans d'un soutien fort et net à la Palestine, comme par exemple, on pourra citer l'Espagne, la Belgique ou l'Irlande. D'autres dont la diplomatie était très fermement orientée en faveur d'Israël, comme par exemple la Hongrie, l'Autriche et dans une moindre mesure l'Allemagne, qui essayait d'avoir une position un peu médiane. Les Européens ont mis par exemple des mois avant de se mettre d'accord pour appeler à un cessez-le-feu, certains estimant que ce serait saper les efforts d'Israël. Bref, pour les Européens, ça a été excessivement compliqué et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas encore de réaction européenne à cet accord. On sait que
Ce dossier tenait fortement à cœur à l'ancien chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Lorsqu'il avait quitté son poste fin novembre, il faisait part de ses regrets de n'avoir pas réussi à convaincre particulièrement les 27 de décider de rompre les relations diplomatiques avec Israël à cause des crimes de guerre qui sont censés être commis à Gaza et en Cisjordanie, même si l'Union européenne avait réussi à prendre des sanctions à la fois contre le Hamas et contre les colons violents en Cisjordanie. Bref, un dossier compliqué pour les Européens qui ont beaucoup manqué d'unanimité sur cette question, qui ont beaucoup eu de mal à trouver une voie univoque. Par ailleurs, on sait que Kaja Kallas, la nouvelle chef de la diplomatie européenne, on l'a vu lors de ses auditions avant sa nomination, ses auditions au Parlement européen, le Proche-Orient ne fait pas partie de ses priorités premières, c'est surtout la Russie et les États-Unis qui aujourd'hui sont le point focal de l'attention diplomatique des Européens. Donc effectivement, pas encore de réaction. On sait par ailleurs que Ursula von der Leyen est toujours indisposée, elle est malade, une pneumonie depuis 3 semaines, et donc c'est elle qui pourrait ouvrir le bal, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Merci Pierre Benazet, donc en direct de Bruxelles. Florent, justement, sur cette présence ou pas d'Israël à Gaza, ça reste effectivement, ça fait partie des termes de cet accord. Vous le disiez il y a un instant, a priori, il va y avoir une zone tampon. Ils vont rester probablement aussi dans ce qu'on appelle ce fameux corridor de Philadelphie. Là-dessus, ils auraient peut-être obtenu gain de cause. Les Israéliens ? Oui, les Israéliens. Oui, a priori, dans cette première phase, eh bien, je vous le disais, le Hamas ne pose plus comme condition préalable le retrait total et immédiat de la totalité de la bande de Gaza de l'armée israélienne. Cette armée israélienne, elle pourrait donc conserver 2 positions importantes. Ce couloir de 800 mètres de profondeur et qui est au milieu, au centre de la bande de Gaza. Et puis, ce, désormais, corridor de Philadelphie, c'est à l'extrême sud de la bande de Gaza, là où, avant le 7 octobre 2023, eh bien, des trafics en tout genre avaient lieu. Le Hamas recevait notamment des armes de ses soutiens qui passaient par l'Égypte, notamment par les tunnels. Pour l'armée israélienne et notamment pour Benyamin Netanyahou, c'est une question presque de survie. Ils savent qu'en privant le Hamas de ce corridor de Philadelphie, eh bien, les armes ne pourraient plus entrer aussi facilement, en tout cas, qu'avant. On a parlé de ces capacités militaires qui avaient été détruites, de ce commandement qui a été décapité. On rappelle que les tunnels, eux, eh bien, ils sont toujours là. Certains ont été détruits, mais évidemment pas la totalité, Stéphanie. Claire, vous êtes à nouveau avec nous en direct de Jérusalem. Est-ce que vous avez plus de réactions du côté peut-être des familles des otages ? Bonsoir Stéphanie. Eh bien, pour l'instant, ce sont toujours les mêmes réactions, notamment du Forum des familles d'otages qui a salué cet accord pour la libération de ces 33 otages israéliens, mais qui néanmoins s'inquiète du sort des autres otages. On rappelle qu'il y a entre 94 et 98 otages israéliens dans la bande de Gaza. Il y a eu des manifestations depuis 24 heures en Israël, notamment de ces familles et de leur soutien. Il y a aussi eu d'autres manifestations d'Israéliens qui sont contre cet accord car ils l'estiment trop favorable au Hamas. Ils s'inquiètent que les autres otages, ceux qui ne sont pas inclus dans la première phase, pourraient ne pas être libérés dans la deuxième et la troisième, puisque les contours de ces 2 phases ne sont pour l'instant pas clairs. Ils seront négociés lorsque le cessez-le-feu aura débuté. Et puis à Gaza, je commence à recevoir des messages de contact qui me disent que la population commence à célébrer cette annonce, puisque désormais ça a été rendu officiel par le président américain Donald Trump, ainsi que par des sources officielles israéliennes et palestiniennes. On attend toujours des déclarations des Qataris, puisqu'une conférence de presse est prévue très prochainement du ministère des Affaires étrangères qatari. Oui, on l'attend toujours, le Qatar ayant joué un rôle de médiateur très important. Claire, un dernier mot justement sur ces milliers de Palestiniens qui exultent de joie. C'est ce que vous disent, donc, vous me le disiez à l'instant, vos contacts sur place à Gaza. Oui, alors pour eux, ça a été évidemment des heures d'angoisse de suivre ces négociations, puisque des périodes d'espoir, il y en a eu beaucoup au cours de ces 15 derniers mois, mais à chaque fois, les négociations échouaient. Le dernier accord de cessez-le-feu, c'était en novembre 2023. Il avait permis des libérations d'otages israéliens, des libérations aussi de prisonniers palestiniens. Et là, eh bien, les Palestiniens espèrent que cet accord de cessez-le-feu pourrait signifier la fin de la guerre, même si ce n'est pas dit clairement. Il y a beaucoup de questions encore qui planent autour
autour de ces différentes phases, mais l'armée israélienne devrait progressivement se retirer de points clés de la bande de Gaza. C'est ce que demandait le Hamas depuis des mois déjà. Les Palestiniens de Gaza, à leur échelle, eh bien, ils ont vécu ces 15 mois de guerre atroces. Ils ont été déplacés à de multiples reprises. Une grande majorité de la population gazaoui vit désormais sous des tentes dans des conditions humanitaires catastrophiques. Alors ils espèrent pouvoir rapidement franchir ce corridor de Netzarim et pouvoir retourner au nord de la bande de Gaza. On ne sait pas évidemment dans quel état ils vont retrouver leur maison. On sait que la majorité des bâtiments palestiniens ont été largement détruits par les bombardements. Il y a énormément de questions qui se posent ce soir dans les têtes des Palestiniens, mais pour la première fois, en tout cas, un petit peu d'espoir. Merci Claire, vous restez avec nous. Un dernier mot peut-être sur le Qatar, Florent, qui effectivement a joué ce rôle de médiateur. On attend la prise de parole du porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. On l'attend à l'instant, justement, voir sa réaction. Et puis il va probablement donner un peu plus de détails sur cet accord. Le Qatar joue un rôle clé depuis le début. Oui, et le Qatar, ce n'est pas un pays anodin dans ce dossier, puisque pendant longtemps, on le sait, eh bien, des dirigeants du Hamas coulait une vie douce, disons-le, là-bas, bien sûr, avec l'Égypte. On a évoqué un moment peut-être une intervention depuis l'Égypte et non pas depuis Doha où se sont tenues ces discussions. Ce sera finalement le porte-parole du ministre des Affaires étrangères qatari qui devrait s'exprimer. L'Égypte a joué aussi un rôle de médiateur clé. Évidemment, l'Égypte, qui on le rappelle, est voisine du sud de l'enclave palestinienne. Oui, le Qatar, bien sûr, a joué un rôle extrêmement important avec les États-Unis, avec l'Égypte, bien sûr, tout ça en toile de fond. Le Qatar, qui évidemment est au centre de ce dossier. On verra si en fait des détails sont donnés. Mathieu Mabin nous disait tout à l'heure peut-être que Joe Biden s'est réservé quelques annonces sur les détails, puisque depuis tout à l'heure on parle de fuites qui avaient eu lieu avant finalement la conclusion de cet accord. Est-ce que cette première phase, elle va véritablement durer 16 jours? Est-ce que l'armée israélienne va véritablement se retirer au bout de la troisième phase? Est-ce que tous les captifs morts ou vivants reviendront bien chez eux au bout de cette troisième phase? Évidemment, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Il est encore un peu tôt pour l'évoquer, avant bien sûr les prises de parole officielles des uns et des autres. Il y avait 214 otages qui ont été emmenés vivants d'Israël le 7 octobre. Certains ont été ramenés sains et saufs, d'autres sont toujours sur place. On ne sait pas d'ailleurs combien de personnes sont encore en vie dans cette bande de Gaza. Anna Pereira, Emerald Maxwell et Bilal Tarabeh nous font un point en images. Depuis que leurs proches sont otages, ces familles protestent sans relâche contre un gouvernement qui, selon elles, les a laissés tomber. Nous ne cesserons de rappeler à ce mauvais gouvernement que sauver des vies est plus important que la guerre. Le 7 octobre 2023, il y a ceux qui sont morts et ceux qui ont été enlevés. Environ 250 otages, hommes, femmes, enfants et même bébés, monnaie d'échange du Hamas. Après 14 jours de captivité, une première libération, celle de Judith Tayhanan, 59 ans, et de sa fille Nathalie Shoshana, 19 ans. 2 autres otages sont relâchés 4 jours après. Le 27 octobre 2023, début de l'offensive terrestre à Gaza. 2 jours plus tard, l'armée parvient à libérer la soldate Ori Megidish, 19 ans, sur la base de renseignements précis concernant sa localisation. Mi-novembre débutent les manifestations pour réclamer le retour des otages, en parallèle de la découverte de 2 premiers corps sans vie. Fin novembre s'élance une marche de Jaffa à Jérusalem pour demander des comptes au gouvernement israélien. 7 membres de ma famille sont à Gaza. Nous devons les ramener à tout prix. Première et seule lumière, fin novembre, une trêve d'1 semaine permet de libérer 105 otages, contre 240 prisonniers palestiniens. Parmi eux, la franco-israélienne Mia Shem, 21 ans. La plupart des hommes libérés sont des travailleurs thaïlandais, ouvriers agricoles dans les kibboutz. Fin 2023, l'année s'achève sur une bavure. L'armée israélienne admet avoir tué par erreur 3 otages, provoquant la colère de l'opinion. Février 2024, l'armée libère 2 otages israélo-argentins dans une opération aéroportée sur Rafah. En juin, 4 autres otages sont sauvés. Et en août, l'armée israélienne annonce le sauvetage d'un otage bédouin. Mais quelques jours plus tard, 6 corps sont retrouvés.
Parmi eux, Hersh Goldberg Pauline, un Israélien-américain de 23 ans. Mon cher garçon, enfin, tu es libre. En ce début d'année 2025, un autre corps d'un bédouin du Negev a été retrouvé par l'armée. À maintes reprises, l'espoir d'un cessez-le-feu et d'un accord sur la libération des otages a refait surface avant d'être anéanti. Entre-temps, de nombreux décès ont été confirmés. Les services de renseignement israéliens estiment que la moitié des captifs sont morts ou ont été tués. Et nous avons par téléphone Ishe Dan. Bonsoir à vous. Vous êtes l'oncle d'Ofer Calderon, qui est détenu donc par le Hamas à Gaza. Merci d'être avec nous ce soir. Quelle est votre réaction à cet accord de trêve entre le Hamas et Israël? Je m'appelle Ishe Dan et je voulais dire que j'ai très peur de répondre à cette question, puisque pour répondre à cette question, je dois être sûr de quelque chose. Et il n'y a rien de sûr, même maintenant. Dernièrement, il y a 5 minutes, je sais que les avions israéliens bombardent à Gaza. Il y a 5 minutes, j'ai entendu le haut-parleur israélien qui dit « on n'a pas terminé les problèmes ». Donc, pour dire ce qu'il y a, je ne peux pas dire. J'espère qu'il y aura. Je veux que ça s'exerce, mais je ne crois pas que ça pourra être. Je ne sais pas. Jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce que vous redoutez, Yaedan, que ça finalement qu'ils ne soient pas libérés, ces 33 otages de cette fameuse phase 1? Oui, exactement. Exactement, oui. D'abord, si vous le savez ou non, ce que le Hamas a dit, ils vont libérer 1 ou 2 ou 3 au commencement seulement. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Deuxièmement, après 42 jours, on doit renouveler la négociation pour les autres. Mais pendant 42 jours, ça doit être cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu, ça veut dire que les deux côtés ne font rien. De toute façon, jusqu'à maintenant, le Hamas a continué à jeter des missiles sur les kibbutzim du Sud. Et même pendant la guerre. Donc, est-ce que vraiment pendant ces 42 jours, il y aura du silence? Est-ce qu'il y aura la paix pendant 42 jours vraiment, pour être sûr qu'on peut continuer les négociations? Et je veux dire encore une chose. Il n'y a aucune possibilité que le Hamas accepte de redonner tous les Israéliens quand il sait très bien qu'au moment où il n'y a pas d'otages, Israël va essayer de fermer le compte avec tous ceux qui sont restés du Hamas. Et encore une chose, pendant qu'on parle de libérer du Hamas, les otages, il ne faut pas oublier que les bombardements israéliens, dernièrement vous avez dit qu'il y avait un corps d'un bédouin, non, c'est 2 corps, et ils étaient morts, et à côté d'eux, les Hamas. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont morts ensemble. Et s'ils sont morts ensemble, ce n'est pas les Hamas qui se sont suicidés ou tués les bédouins israéliens. Et toutes ces choses ensemble, ça me fait peur. Ça me fait peur, je ne peux pas vous dire, voilà, on est arrivé vraiment au point de dire c'est fini. Non, on ne peut jamais savoir. Ni avec le Premier ministre israélien, ni avec le Hamas. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais il y a un progrès tout de même ce soir. Moi, même ce soir, oui. Demain, quand vous me demanderez ça demain, comment ça fait que c'est arrivé, je pourrais dire ma réaction à ce qui est arrivé. Mais je ne suis pas sûr que ça va arriver. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne peux pas être sûr et je ne veux pas être déçu, surtout.
Et vous attendez la libération d'Ofer Calderon? J'attends Ofer Calderon comme les autres. J'attends Ofer Calderon parce que j'ai entendu ce soir sa fille qui a parlé à la télévision, qui a dit qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle se sent coupable qu'elle n'a pas fait revenir son père. Elle avait 16 ans quand il lui a demandé, quand elle a quitté Gaza, il lui a dit « Ne me laisse pas ici, ne me laisse pas mourir à Gaza ». Elle se sent responsable, donc coupable. C'est atroce, c'est incroyable la situation qu'il y a en Israël. Et encore, n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il y a dans le gouvernement les partis politiques de droite croyants qui disent non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de faire vivre les gens qui sont des otages. Et ce n'est pas le Hamas qui dit ça. Ce n'est pas le Hamas. C'est des Israéliens qui sont dans le gouvernement et qui disent à Bibi Netanyahou, si tu fais ça, on quitte le gouvernement. Et Bibi Netanyahou a peur de devenir quelqu'un qui doit être, après la guerre, devant le tribunal. Oui. C'est ce que je pense, malheureusement. N'oubliez pas que la femme de mon frère et sa petite fille ont été massacrées par le Hamas. C'est pas seulement Ofer qui est là-bas. N'oubliez pas que Sar et Erez étaient là-bas pendant 55 jours. N'oubliez pas que Erez avait l'âge de 12 ans quand on l'a laissé 16 jours dans le noir, attaché, tout seul. Tout seul. On lui jetait une bouteille d'eau et une, je ne sais pas comment ça s'appelle en français exactement, pita, un bout de pain. Et lui, comme des souris, il devait chercher ça dans le noir, le trouver pour manger. C'est tellement incroyable que les êtres humains peuvent faire des choses comme ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, Ishedan. Merci pour votre réaction. On entend donc votre scepticisme ce soir. Et on va tout de suite retrouver à Bruxelles Pierre Benazet, qui est toujours avec nous, notre correspondant. Pierre, on évoquait il y a un instant les divisions européennes. On attend d'ailleurs toujours les premières réactions politiques côté européen, après la réaction de Donald Trump, qui s'est félicité de cet accord. Toujours pas de réaction côté Bruxelles? Non, effectivement, c'est pour l'instant la prudence qui règne, apparemment, tant qu'il n'y a pas de confirmation officielle stricte. Les Européens, on le sait, étaient en lien avec les Qatariotes parce qu'ils auraient aimé, pour certains d'entre eux, participer à cette négociation, mais l'Union européenne en tant que telle n'était pas en pointe dans ce dossier, évidemment. Certains pays étaient plus allants que d'autres. On n'a pas encore de réaction de l'Union européenne. Ce sera probablement les capitales qui vont réagir les premières. On attend toujours une prise de position de Kaja Kallas, en particulier la chef de la diplomatie européenne. Je vous le disais, elle s'est pas forcément intéressée de prime abord plus au Proche-Orient qu'à d'autres dossiers, mais malgré tout, sa dernière communication publique il y a quelques jours était pour dire qu'elle avait rencontré des familles d'otages israéliens à Gaza. Bref, la situation est suivie de près, mais pas en tout cas au point de prendre des déclarations, de faire des déclarations tant qu'il n'y a pas un accord annoncé noir sur blanc de manière officielle par le gouvernement israélien en particulier. Merci Pierre Benazet, donc notre correspondant à Bruxelles. M'ont rejoint sur ce plateau deux invités. Rina Bassiste, bonsoir, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor, ancienne diplomate. Merci d'être là. À côté de vous, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Rina Bassiste, on a entendu le scepticisme de Ishedan, donc qui fait partie de la famille d'Ofer Calderon, qui est donc détenu en otage. Il est sceptique. Il dit jusqu'à demain, je ne peux encore pas y croire. Ofer Bronstein nous disait, lui, que tout ça, c'était trop tard. On sent finalement une forme de déception, alors que, normalement, si tout se passe bien, en tout cas, il devrait y avoir une libération tout de même d'un certain nombre d'otages. En tout cas, 33 pour la première phase, d'après nos informations.
Bon, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une déception. Je pense que c'est plutôt une prudence. En Israël, tout le monde, bien sûr, d'abord, on attend de voir qu'il y aura cette signature de deux côtés sur l'accord. Signature qui devra avoir lieu demain, hein, c'est ça? Exactement. Et bien sûr, après, ça peut prendre 2-3 jours. On parle maintenant de dimanche jusqu'au moment où on va voir les premières, a priori, 3 femmes qui sont libérées. Je crois que juste au moment où on va voir ces 3 femmes vraiment libérées... Ce seront les premières à être libérées, c'est ça sur le territoire israélien vivante. Ça sera en ce moment que ça va passer d'une peut-être une déception ou une prudence à un soulagement phénoménal pour les familles, il faut le dire, malheureusement, pour les familles dont les otages sont encore vivants, bien sûr. Renaud Girard, du côté palestinien, donc on parle de la libération de 1000 prisonniers palestiniens, des geôles israéliennes, avec notamment Marwan Margouti, c'est ce que nous disait Ofer Bronstein, qui est une sorte de célébrité du côté palestinien. Est-ce que ça faisait partie, à votre avis, des négociations ? Écoutez, on est très surpris de voir que Marwan Margouti puisse être libéré. Il est considéré comme le Nelson Mandela, enfin par certains, en tout cas par les Palestiniens, de la cause palestinienne. C'est un homme qui connaît très bien Israël, qui parle très bien hébreu, qui a joué entièrement le jeu des accords d'Oslo au début. Il était même le patron du groupe d'amitié parlementaire, en quelque sorte, entre les Israéliens et les Palestiniens. Et puis, avec l'intifada du début des années 2000, il s'est plutôt rangé du côté des rebelles et il a été condamné à pratiquement à des très lourdes peines de prison. Alors c'est un des hommes qu'on dit, puisque lui, donc, c'est un homme, contrairement au Hamas, qui reconnaît le droit à l'existence d'Israël, puisque en fait, il était avec Arafat, et Arafat, dès le sommet, le Congrès d'Alger, a reconnu le droit à l'existence d'Israël. C'était en 1988, si je me souviens bien. Donc, c'est même une différence importante. Et ça doit être la pression de Donald Trump. Et aussi pour satisfaire, aussi pour que, évidemment, chacun puisse crier victoire, que les Israéliens, évidemment, que le gouvernement puisse dire, vous voyez, je ne vous ai pas ignoré, il dit ça, en tout cas, tout ce qui est la gauche israélienne, parce que toute la gauche israélienne était favorable, la priorité c'était récupérer les otages, alors qu'évidemment, la droite israélienne, la priorité c'était de casser complètement militairement le Hamas. Et donc là, il peut dire, la gauche israélienne, vous voyez, j'ai fait des concessions pour vous, et des concessions importantes, parce que Marwan Barghouti, c'est le plus gros poisson palestinien, en fait, si vous voulez. Côté autorité palestinienne, il faut le rappeler. Côté autorité palestinienne, c'est pas quelqu'un du Hamas. Ah non, là, je ne pense pas du tout que le gouvernement Netanyahou ait l'intention, même après, s'il y a un cessez-le-feu ou un accord politique, de discuter avec le Hamas. Ça, il n'en est pas question, évidemment. Donc il pourrait jouer un rôle. Oui, il pourrait jouer un rôle, notamment si le programme dont a parlé le secrétaire d'État Blinken suit son cours, c'est-à-dire une reconstruction par les pétromonarchies, notamment par les pétromonarchies du Golfe. On pense évidemment aux Émirats arabes unis qui ont des relations diplomatiques avec Israël, et même, pourquoi pas, l'Arabie saoudite. Ça sera pour le après, ça. On regarde ces images ensemble, images en direct. À droite, vous avez des images à Khan Younes. On voit effectivement des milliers de Palestiniens qui exultent de joie, qui, à travers la bande de Gaza. Et puis, à gauche, vous avez donc Tel Aviv, me semble-t-il. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, oui, c'est bien Tel Aviv. Et ce sont donc des familles d'otages qui attendent bien sûr la libération de leurs familles détenues à Gaza par le Hamas. On entendait justement le scepticisme d'un des membres de la famille d'un otage, d'Ofer Calderon à l'instant. Nous a rejoint sur ce plateau Adel Bakawad. Bonsoir, vous êtes chercheur associé programme Moyen-Orient de l'IFRI. Bienvenue à vous. Cette foule en liesse tout de même de ces Palestiniens qui exultent de joie, vers où vont-ils aller finalement à Gaza? C'est quand même la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver sur place?
Écoutez, déjà, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les Palestiniens, c'est une bonne nouvelle pour les Israéliens, c'est une bonne nouvelle pour le Moyen-Orient. Je pourrais même dire que c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Depuis un an et quelques mois. Donc vous dites que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que les garants de cet accord impliquent et s'impliquent dans la mise en œuvre, parce que les conditions sont tellement compliquées. C'est la prudence qu'il faut quand même conserver ce soir. Il faut que ça soit appliqué. Vous restez avec nous. Juste un mot, Mathieu Mabin, vous êtes toujours avec nous en direct de Washington. On parlait donc d'une sorte de communiqué triomphant du côté de Donald Trump, et on attend en fait un discours de Joe Biden, une sorte de discours d'adieu. Est-ce qu'il va mentionner justement cet accord de trêve ? Parce qu'il a joué un rôle aussi, Joe Biden. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, il s'agit tout à fait d'un discours d'adieu. Le bilan de sa politique globale et évidemment le bilan de sa politique étrangère, même s'il s'est déjà exprimé sur le sujet ce lundi en disant encore une fois ses adieux au corps diplomatique des États-Unis, Anthony Blinken en tête. Anthony Blinken qui, on le sait, on en a parlé ces derniers mois et au cours des 15 derniers mois, en réalité, les efforts considérables consentis par la diplomatie américaine et Anthony Blinken qui a multiplié les allers-retours entre Washington et le Moyen-Orient. Il était partout, Anthony Blinken, à Jérusalem, bien sûr, mais également à Doha, au Caire. C'est là que les choses se sont jouées. Ce qui domine ici, c'est quand même le sentiment que ne va plus tarder à se jouer une sorte de course à la communication entre deux présidents. L'un sortant, évidemment, Joe Biden, l'autre, bientôt en exercice, évidemment, Donald Trump. On sait à quel point le dossier de Gaza a pesé, vous le disiez, a pesé lourd sur l'agenda de Joe Biden jusqu'à devenir l'un des sujets centraux de la campagne présidentielle. On s'en souvient, mais au moment où nous parlons, il est à peu près clair que c'est bien Donald Trump qui a le lead, en tout cas dans les annonces. Un peu comme si son état-major, déjà actif depuis plusieurs semaines, on le sait, dans sa résidence privée de Floride, à Mar-a-Lago, un peu comme si ceux qui seront bientôt en fonction, comme conseiller à la sécurité nationale, mais on pense aussi à Marco Rubio, qui était auditionné aujourd'hui par le Congrès pour le poste de chef de la diplomatie américaine, un peu comme si tous ces hommes revendiquaient déjà ce qui prend l'apparence d'une avancée majeure, il faut le dire. Mais attention, on sent également ici, de manière subtile mais réelle, une volonté, en tout cas pour le moment, de ne pas humilier l'administration Biden, qui, on le sait, et on ne le redira jamais assez depuis 15 mois, n'a pas économisé ses forces pour mener la plus complexe des actions diplomatiques et qui consistait, dans la même phrase, à reconnaître à Israël le droit de se défendre après l'attaque sordide du 7 octobre, mais qui, au gré des semaines, on s'en souvient, a fini par tenter de retenir le bras vengeur de l'armée israélienne. En réalité, pour Joe Biden, il n'y avait que des coups à prendre, des coups qu'il a pris, y compris dans les urnes, en voyant sa candidate Kamala Harris littéralement conspuée par tout ce que l'Amérique compte de soutien à la cause palestinienne. Les équipes de Donald Trump, au moment où nous parlons, donnent déjà quelques détails, comme pour montrer que ce sont bien eux qui sont néanmoins à la manœuvre et nous renseignent notamment sur le fait que les derniers détails justement de l'accord doivent encore être fixés, les horaires, les lieux et surtout le nombre des otages libérés, ce qui occupe une place centrale dans les prises de parole de Donald Trump depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Merci Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on va se retrouver après une courte pause. On va bien sûr continuer à parler de cette trêve, de cet accord donc, entre Israël et le Hamas. Une trêve avec une libération d'otages israéliens détenus à Gaza contre une libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. On en reparle dans quelques minutes. Restez avec nous. Découvrez un nouvel univers économique bien loin des chiffres et des graphiques. Celui des créateurs, des travailleurs, des innovateurs et des entrepreneurs. L'économie résonne dans nos vies, transforme la société et modèle notre planète. Parce que comprendre l'économie, c'est comprendre le monde. La semaine de l'écho sur France 24 et france24.com.
Je suis Fanny Chauvin, la correspondante de France 24 à New York. Retrouvez-moi dans nos journaux et nos magazines d'information pour suivre l'actualité diplomatique au siège des Nations Unies. Fanny Chauvin, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Quelle sera sa politique pour les États-Unis et le monde ces 4 prochaines années? Suivez en direct l'investiture du 47e président des États-Unis le 20 janvier sur France 24. Et bienvenue sur France 24 au cœur de l'info. Nous sommes toujours en édition spéciale après donc l'annonce d'une trêve conclue entre Israël et le Hamas, un accord donc qui permet la libération d'otages israéliens contre celle de prisonniers palestiniens. On va en parler bien sûr ce soir, y revenir sur cet accord. De quoi s'agit-il? Quelles sont les implications des uns et des autres? Donald Trump a-t-il joué un rôle important? On y revient tout de suite avec nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rina Bassiste, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor. Merci d'être là, Rina Bassiste. En face de vous, donc toujours avec nous, Florent Rodeau, notre chroniqueur international ce soir. Nous avons également Renaud Girard avec nous, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Et puis Adel Bakawan, bonsoir, chercheur associé au programme Moyen-Orient de l'IFRI. Un mot tout d'abord sur cet accord, Florent. Il y aura 3 phases selon nos toutes dernières informations. On n'a pas encore toutes les informations. On attend d'ailleurs une conférence de presse du côté du Qatar qui devrait en donner plus. Dans une première phase, 33 otages israéliens devraient être libérés. Absolument. Libération de 33 otages, a priori des malades, des femmes, des enfants, pas d'hommes dans cette première phase. La fréquence, a priori, et il faut toujours utiliser bien sûr des guillemets tant que tout n'est pas officiel, eh bien, ce serait une fois par semaine, 3 personnes le premier jour, 4 au bout d'une semaine. On verra évidemment comment tout ça se met en place. On parlait tout à l'heure évidemment de ce calendrier, peut-être avec le Shabbat qui débute en Israël, peut-être des premières libérations à partir de dimanche, mais là aussi c'est flou. Libération donc de 33 otages en échange de 1000 prisonniers palestiniens, parmi eux des personnes condamnées pour des crimes de sang. Ce sont donc des Palestiniens qui ont assassiné des Israéliens, mais pas ceux qui sont impliqués le 7 octobre 2023. Ça, c'était une ligne rouge absolue pour Benyamin Netanyahou. Première phase qui verrait également le retrait partiel de l'armée israélienne de la bande de Gaza, tout en conservant 2 positions stratégiques, ce couloir de 800 mètres à l'intérieur de l'enclave, mais également le désormais célèbre corridor de Philadelphie, qui est à l'extrême sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, là où le Hamas recevait de ses soutiens des armes et où des trafics en tout genre avaient lieu. C'est à noter également, les Gazaouis du Nord pourraient être autorisés à rentrer chez eux. Cette deuxième phase, eh bien là, elle verrait peut-être la libération d'hommes, peut-être de soldats de moins de 50 ans. Là aussi, c'est encore flou. Eh bien, cette troisième phase, la dernière, l'ultime, mais on est encore loin, bien sûr, de ça. Elle verrait le retrait total, a priori, de l'armée israélienne de la bande de Gaza, ce qui était une condition préalable à toute négociation pour le Hamas il y a quelques mois encore, mais vu son état actuel, eh bien, cela n'est plus possible de le mettre comme condition préalable. Voilà pour les conditions de cet accord, Stéphanie. Claire Duhamel, en Israël, notre correspondante, vous êtes avec nous. On apprend à l'instant que Israël dit que des questions restent à régler et espère conclure cette nuit. Donc ce n'est pas terminé, hein. Oui, ça a été en quelque sorte officialisé par le président américain Donald Trump, mais on attend quand même une annonce officielle. Ça pourrait être fait au Qatar ce soir, en Égypte demain, en Israël demain, on ne sait pas exactement. Jusqu'à la dernière minute, il y a eu des détails à régler. Les Israéliens avaient notamment dit que le Hamas avait imposé de nouvelles conditions, notamment sur le retrait des forces israéliennes, demandé des cartes, ensuite contesté ces cartes. Visiblement, ces détails ont été résolus puisque les sources
palestiniennes comme israéliennes officielles disent que l'accord est désormais trouvé. Maintenant, pour l'instant, eh bien, les bruits des bombes n'ont pas cessé à Gaza puisqu'il faudra attendre l'officialisation dans les prochaines heures. Et puis ensuite, il faudra attendre vraisemblablement au moins 24 heures avant que le cessez-le-feu ne démarre réellement. Merci Claire. Rina Bassiste, tout ça va se faire de manière progressivement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prudence du côté encore de la population israélienne. Oui, non seulement de prudence, parce que c'était bien expliqué qu'il y aura 2 ou 3 phases. On n'est pas tout à fait sûr si peut-être la deuxième et la troisième phase vont être assemblées ensemble, mais il y aura en tout cas au moins 2 phases. Bien sûr, les familles de tous les otages dont les noms ne figurent pas sur cette liste des 33 otages qui vont être libérés à la première phase s'inquiètent. Ils se demandent est-ce que vraiment il y aura cette deuxième phase? Est-ce que vraiment tous les otages vont être libérés? Donc il y a énormément de points d'interrogation côté israélien. Comment ça va se passer? On connaît tout de même l'identité d'un certain nombre d'entre eux. Vous parliez de 3 femmes, peut-être Oui, en fait, cette liste de 33 otages, c'est une liste qu'Israël a assemblée déjà il y a plusieurs mois, qu'Israël a présenté à une certaine phase de cette négociation cet été. Hamas a repris cette liste et l'a republiée comme une liste qui était acceptée par cette organisation, mais sans préciser sur les 33 otages. Il y avait 34 au début, mais il y avait un corps qui a été rapatrié la semaine passée de Youssef Al-Zayata. Donc, 33 otages. On ne sait pas qui parmi eux sont vivants ou morts. L'estimation maintenant en Israël est que la plupart sont quand même vivants, mais il faudra attendre et voir. Un mot, Adel Bakawan, sur Donald Trump qui a réagi tout de suite, on le disait quelques instants, en se félicitant de cet accord, alors que Joe Biden va justement parler pour quasiment la dernière fois ce soir. Il y a une espèce de concurrence entre Biden et Trump qui ont finalement tous les deux agi. En tout cas, c'était le travail de Biden et puis peut-être une impulsion de Trump. Oui, juste avant de répondre à cette question-là, avant d'arriver en studio, il y a 30 minutes, je suivais le débat au Moyen-Orient, parce que vous imaginez que tout le monde est intéressé par ce qui se passe. La première question qui intéresse tout le monde, dans quelle capitale on annonce officiellement cet accord? On dit, une bonne partie des analystes arabes nous disent que ce sera au Caire et non pas à Doha. Il y a une concurrence entre le Qatar et l'Égypte. Ce sera à Doha et non pas au Caire. Moi, quand je suis arrivé en studio, j'ai pensé que l'accord était vraiment officiellement annoncé. Et donc là, je comprends, non, l'accord n'est pas encore officiellement annoncé. Donc je vais encore une fois nuancer vraiment mes propos, parce que tant que l'accord n'est pas annoncé, au dernier moment, ça peut être caduque. C'est vrai, on se souvient très bien que Joe Biden, auparavant, disait « Mais on est à un doigt d'un accord, mais il y aura dans 3 heures, on annonce l'accord. » Là, il vient. Trump s'est avancé, en tout cas. Trump l'a annoncé, Joe Biden l'a annoncé, mais moi, personnellement, tant que tous les détails ne sont pas réglés, je reste vraiment très, très prudent. Et pour répondre à votre question, personnellement, je pense que depuis plusieurs mois, Joe Biden a mobilisé toutes ses cartes pour arriver à cet accord-là. Il n'a jamais réussi. Si aujourd'hui on est arrivé à cet accord, c'est parce qu'Israël l'a accepté. Et si Israël l'a accepté, si Benjamin Netanyahu a accepté, c'est qu'il est totalement déçu par Donald Trump. Donc, il a compris que Donald Trump ne va pas forcément dans son sens. Ce qu'on signe aujourd'hui, Stéphanie, c'est exactement ce qu'on proposait il y a 4, 5, 6, 7 mois. Et pourquoi il y a 7 mois, il n'a pas accepté pour libérer tous ces otages israéliens? C'est la question que la société israélienne doit se poser. Oui. Renaud Gérard. Oui, c'est tout à fait certain que c'est l'envoyé spécial de Donald Trump qui a été reçu donc par le Premier ministre Netanyahou et par d'ailleurs aussi son ministre de la Défense, qui a fait une très forte pression sur Netanyahou parce qu'il lui a dit le message de Trump, que Trump a dû d'ailleurs lui dire lorsque Netanyahou s'est rendu aux États-Unis et l'a rencontré après la victoire électorale de Trump. Il lui a dit sois gentil, je te soutiens, je soutiens Israël, je suis un allié d'Israël, mais je veux que le 21 janvier, quand j'arrive au pouvoir, il n'y ait pas tout ce désordre au Proche-Orient dont je n'ai pas envie de m'occuper, parce qu'évidemment, l'idée de Trump, c'est de s'occuper, il l'a dit d'ailleurs, de l'Ukraine, de la situation de l'Ukraine. Il ne veut pas
se faire attirer dans des négociations, dans cette guerre qui n'en finit pas. Et il a dit l'enfer se déchaînera au Moyen-Orient si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici son investiture. C'est une menace parce qu'il pense que ça peut être utile pour faire réfléchir les gens du Hamas, mais il est tout à fait certain que la position de Benjamin Netanyahou a été complètement, je dirais, soften, on dit en anglais, comme on dirait ça, amolli, si vous voulez, en quelque sorte. Adouci par l'envoyé spécial de Trump, qui veut avoir la scène propre, claire, lorsqu'il commence à s'occuper des affaires le 21 janvier. Et si vous voulez, moi je pense que j'ai beaucoup de doutes à croire que Benjamin Netanyahou se retirera du corridor de Californie, de la route, c'est-à-dire de Philadelphie, pardon, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, par où passaient effectivement tous les trafics d'armes, par où passaient tout ce qui a permis au Hamas de construire tous ces tunnels. Et moi, je ne pense pas, en tout cas, ça serait incroyable pour moi, parce que je l'ai vu, il m'a reçu en tête-à-tête au mois d'octobre dernier, il n'était pas du tout, Netanyahou, pas du tout dans cet esprit-là. Alors, à la rigueur de libérer ce qu'on appelle le corridor de Netzarim, qui est au milieu de Gaza, qui sépare Gaza en deux. Gaza en deux, le nord et le sud. Là, à la rigueur, un retrait, mais se retirer du corridor de Philadelphie, c'est-à-dire de la frontière avec l'Égypte, personnellement, il faudrait que je le voie de mes yeux pour le croire. Rina Bassis. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit par Renaud Girard sur la pression de M. Trump et de son envoyé spécial sur M. Netanyahou. Mais je crois que le tableau est un peu plus nuancé parce que ces paroles de M. Trump disant que il y aura l'enfer si on n'arrive pas à un accord avant le 20 janvier, quand son vice-président M. Vance était interrogé sur ça, il a dit oui, il a parlé de Hamas. Donc là, il y avait la pression américaine, la pression de Trump sur tous les partis qui participent, y compris les Qatar, y compris l'Égypte, y compris l'autorité palestinienne. Ça fait beaucoup d'influence quand même. Justement, il a fait peur à tout le monde pour que tout le monde accepte cet accord. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes après une courte pause. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche. Quelle sera sa politique pour les États-Unis et le monde ces 4 prochaines années? Suivez en direct l'investiture du 47e président des États-Unis le 20 janvier sur France 24. Bienvenue à Tokyo, je suis Alexis Brégère, le correspondant de France 24 au Japon. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour décrypter toute l'actualité du Japon et de Corée du Sud. Alexis Brégère, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Bienvenue dans le débat consacré ce soir à cet accord de trêve entre Israël et le Hamas. Accord donc conclu pour une trêve à Gaza qui va permettre la libération d'otages israéliens qui sont donc otages à Gaza contre un certain nombre de prisonniers palestiniens en Israël. C'est un moment marquant, on peut le dire, après 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. On va revenir sur le contenu de cet accord, quels sont les derniers obstacles, finalement en quoi Donald Trump a pu participer également à ce qui se passe aujourd'hui. On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir donc d'avoir à mes côtés Rina Bassis. Bonsoir, vous êtes correspondante de la radio israélienne à Paris, également rédactrice au journal américain Al Monitor. Bienvenue. Florent Rodeau est toujours avec nous, chroniqueur international à France 24. Nous avons également Renaud Girard. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Et puis
Adel Bakawan est avec nous ce soir. Bonsoir, chercheur associé au programme Moyen-Orient de l'IFRI. On l'a donc appris il y a quelques instants, cette trêve, cet accord. On va y revenir tout de suite. Il y a encore des flous, mais Claire Duhamel est toujours avec nous en direct de Jérusalem. Claire, que sait-on pour le moment de cet accord de trêve conclu donc ce soir ? Bonsoir Stéphanie. Eh bien, ce que l'on en sait, ce sont les informations qui ont fuité depuis 24 heures environ et qui proviennent de sources crédibles. Cet accord, il est relativement proche de ce qui était négocié depuis mai 2023, de ce qui avait été proposé par le président Joe Biden. On parle d'un accord de cessez-le-feu en 3 phases. La première phase devra durer 42 jours, verra la libération de 33 otages israéliens. Le Hamas avait publié cette liste il y a une dizaine de jours environ, mais on ne sait pas parmi ces otages qui est vivant et qui ne l'est pas. Il y a des sources américaines qui estiment que c'est 23 personnes environ qui seraient vivantes, mais cette information n'est pour l'instant pas officielle. Ces Israéliens devraient être libérés au fur et à mesure au cours des 42 jours de cessez-le-feu et en échange, eh bien, des prisonniers palestiniens sortiront des geôles israéliennes. C'est un ratio de 1 otage israélien pour 30 prisonniers palestiniens pour la majorité des otages et pour les otages qui sont soldats, cela peut monter jusqu'à 50 prisonniers palestiniens libérés. Ce que l'on sait aussi, c'est que les Gazaouis du Sud vont pouvoir, ceux qui ont été déplacés au Sud, vont pouvoir vraisemblablement retourner dans le Nord, à Gaza City notamment, et l'armée israélienne devrait se retirer des points clés de la bande de Gaza, même si pour l'instant ces informations ne sont pas très précises et pourraient avoir lieu progressivement au cours de ce cessez-le-feu. Merci Claire, vous restez avec nous. Rina Bassis, il faut dire tout de suite qu'il y a encore un vote au sein un vote en Israël justement pour accepter cet accord. Donc on parle d'un accord, mais il reste encore un certain nombre d'étapes à franchir avant de dire ça y est. Oui, en fait, il y aura 3 étapes. D'abord, il y aura un vote au sein de ce qu'on appelle en Israël le cabinet de sécurité. C'est un cabinet plus restreint de ministres qui s'occupent des affaires diplomatiques et sécuritaires. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape, il y aura un vote aussi dans les gouvernements. Mais dans les 2 cas, M. Netanyahou aura la majorité. Il n'y a pas question ici qu'il n'aura pas la majorité. Malgré les menaces de Ben Gvir de quitter le gouvernement. Même si les 6 ministres d'extrême droite, même s'ils votent contre, les cabinets en large, c'est plus que 30 ministres. Netanyahou n'a aucun problème à avoir la majorité. Ce qu'il peut avoir problème, c'est si jamais tous ces ministres et tous les membres du Parlement d'extrême droite demandent, mais ça c'est dans une autre étape, s'ils demandent un vote de confiance dans les Knesset, dans les parlements, pas dans les gouvernements, là, ils sont capables de faire tomber la majorité de M. Netanyahou. Mais ça ne sera pas tout de suite. Et il y avait déjà l'opposition israélienne qui a dit qu'en ces cas, ils vont soutenir M. Netanyahou pour que son gouvernement ne tombe pas à cause de cet accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche cette fois, Renaud Girard ? Netanyahou, là, il n'a pas cédé à la pression justement de Ben Gvir, qui a encore une nouvelle fois menacé de quitter le gouvernement. Il n'a pas cédé à la pression de Ben Gvir. C'est un vieux loup politique, c'est un vieil animal politique. Netanyahou, on ne la lui fait pas. Et si vous voulez, le chantage des 2 ministres d'extrême droite, Smotrich et Ben Gvir, ça ne marche pas avec Netanyahou, parce que Netanyahou ça a marché un certain nombre de fois. Oui, mais il comprend très bien que... Netanyahou a des positions très fermes. Il ne veut pas d'un État palestinien, ça, il ne va pas changer de position. Mais en revanche, il ne va pas se faire mener par le bout par aucun homme politique, par le bout du nez comme ça. Et il sait très bien que Ben Gvir et Smotrich, ils quittent le gouvernement. Ils vont où ? Ils vont sur Mars, ils vont sur Jupiter, ou en tout cas, ils ne font plus de politique pendant 20 ans. Ils ne seront pas au gouvernement pendant 20 ans. Et par ailleurs, Yair Lapid, c'est-à-dire le centriste, l'opposition centriste, a déjà dit qu'il était prêt à faire un gouvernement d'union nationale, justement, au cas où l'extrême droite lâcherait Netanyahou. Donc Netanyahou, il est sûr de pouvoir
continuer. Et puis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il ferait des concessions? J'utilise quand même le conditionnel. On garde le conditionnel. Surtout pour la libération de Barghouti et surtout pour l'évacuation du corridor de Philadelphie. Pourquoi il ferait des... parce que pour deux raisons. Pour une raison d'abord, parce qu'il se sent fort. Il sait très bien en vieux politique que c'est quand on est très fort qu'on peut faire des concessions. Et pourquoi est-ce qu'il est très fort, Netanyahou? Parce qu'il vient de gagner la guerre au Liban. Parce que, et ça c'est quand même très important, il a quand même complètement décapité et tellement affaibli le Hezbollah. C'est une grande victoire pour lui, si vous voulez, pour lui, Netanyahou. Donc il se sent fort, il peut faire des concessions. Il ne fera pas la concession, à mon avis, d'accorder un État palestinien, parce qu'il me l'a répété, je ne sais pas, 4 fois qu'il ne le ferait pas. Mais en revanche, il peut faire des concessions, notamment celles qui sont demandées par Donald Trump, parce qu'il veut évidemment inaugurer 4 ans de bonheur politique avec Donald Trump. C'est très important, l'alliance américaine pour Israël. Et donc, c'est dans ce contexte-là que peut se faire cet accord, si il se fait. Adel Bakawan, du côté des pays arabes, on sait que les négociations ont eu lieu à Doha, donc au Qatar, jusqu'à encore maintenant, parce qu'on attend d'ailleurs l'annonce officielle du Qatar qu'on n'a pas encore eu, qui n'est pas faite. Il y a l'Égypte aussi très impliquée dans cet accord. Comment réagissent-ils? Comment sentez-vous la région là? Écoutez, pour moi, c'est vrai, Netanyahou a gagné la guerre sur le front libanais. C'est une certitude. Mais cet accord, si je dois le définir, je le définirais comme l'accord des perdants. Pourquoi c'est l'accord des perdants? Parce que tout simplement, Hamas n'a pas gagné la guerre, mais Benjamin Netanyahou non plus n'a pas gagné la guerre à Gaza. Je parle bien à Gaza et non pas ailleurs, non pas en Syrie, ni pas au Yémen, non pas au Liban. L'objectif de Hamas, c'était quoi? C'était... avec cette opération, Tofan al-Aqsa, comme on dit en arabe, c'était vraiment avoir accès à ce que la mouvance palestinienne n'a pas pu avoir accès depuis à peu près 50-60 ans. Non seulement il n'a pas eu accès à tous ces acquis-là, en plus la bande de Gaza totalement détruite, les infrastructures de Hamas totalement détruites, et au-delà de la Palestine, l'axe de la résistance dans le Moyen-Orient est à terre. Et donc aujourd'hui, Hamas signe un accord avec la situation des perdants. Benjamin Netanyahou, qui avait pour projet final, bien évidemment, annexer la totalité de la bande de Gaza à Israël. Là, il n'a absolument pas réussi. Pourquoi? Parce que pendant 1 an, il a résisté à ce président faible et fragile, Joe Biden, en pensant qu'avec Trump, il va avoir l'appui total pour un certain Trump qui disait Israël est petit, il doit grandir. Il pensait que ce que Donald Trump dit, il va l'appliquer sur le terrain. Or, il a bien remarqué que non, la politique de Donald Trump ne va absolument pas dans son sens. Et du coup, mais il a fait pression, Donald Trump, pour que ça ait lieu. Il a fait la pression d'abord et avant tout le monde sur Benjamin Netanyahou. Et donc c'est Benjamin Netanyahou qui accepte un accord, l'accord du mois de mai. Il l'a refusé systématiquement. Parce que c'est le même accord, c'est l'accord en fait de Biden. C'est exactement le même accord, rien n'a changé. Pourquoi il l'accepte aujourd'hui? Pourquoi il ne l'a pas accepté au mois de mai? Mais c'est la question, est-ce que c'est justement Donald Trump qui a fait la différence aujourd'hui? Absolument, là il n'y a aucun doute. C'est vraiment ce qui explique. C'est Donald Trump qui sème le panique, non seulement en Israël, mais aussi dans l'ensemble des capitales au Moyen-Orient, du Téhéran à Bagdad, de Bagdad à Beyrouth, de Beyrouth, partout. Personne ne connaît cette nouvelle version de Donald Trump. Et parce qu'on est dans l'incertitude. Mais donc il la redoute, totale, et c'est la raison pour laquelle ils acceptent, ils cèdent, ils redoutent ses réactions. Comme il l'a si bien dit René Gérard, il menace. Et on ne sait pas s'il va appliquer ces menaces ou pas. Et parce qu'on ne sait pas, on est en panique. Un dernier mot. Ils sont en panique. Je viens parler avec les dirigeants irakiens à Bagdad. Parce qu'ils ne savent pas
la nature, d'où la politique, d'où Donald Trump, la totalité des élites irakiennes sont en panique totale. Et c'est pareil partout, un peu, sauf en Arabie Saoudite. Et en même temps, Florent Odo, on aurait pu dire que Donald Trump, il aurait pu attendre quelques jours pour entrer en fonction et pour se dire finalement l'accord c'est moi. Parce qu'on a parlé de cette synergie entre l'administration Biden et l'administration Trump, les deux envoyés spéciaux en même temps. Pour Joe Biden, c'est un sacré succès diplomatique à quelques jours de rendre son tablier, la fin de sa carrière politique, son mandat qui avait commencé, on s'en souvient, par le fiasco afghan, la prise de Kaboul par les talibans en seulement 10 jours. Là, Joe Biden, ça lui permet de mettre une belle ligne, si vous me permettez, à son CV avant de rendre son tablier. Bien sûr, il faut parler de cette pression de Donald Trump. Le 7 janvier dernier, il avait dit que l'enfer se déchaînerait sur le Hamas si les otages n'étaient pas de retour chez eux avant le 20 janvier prochain. Ça a forcément joué. Et puis, il faut aussi parler des conditions dans lesquelles les Palestiniens sont arrivés à la table des négociations au mois de mai. Se déchaînera au Moyen-Orient. Il a dit exactement l'enfer se déchaînera au Moyen-Orient si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici son investiture. C'était ça ce qu'il a dit. Et les conditions dans lesquelles arrive notamment le Hamas à la table des négociations ne sont pas les mêmes. On en a parlé tout à l'heure. Il y a quelques mois encore, le Hamas posait comme condition préalable à toute négociation le retrait immédiat et total de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Le Hamas est aujourd'hui, voit son commandement décapité. Ses capacités militaires, elles sont nettement réduites. Il ne peut donc plus proposer ça comme condition préalable à toute négociation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Absolument. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Le pauvre Blinken a fait je ne sais pas combien de voyages, mais ils n'ont pas une politique étrangère. Ça ne se juge pas sur les intentions, ça ne se juge pas non plus sur l'énergie qu'on y met, ça se juge sur les résultats. Exactement. Et en fait, tout le monde sait que le changement d'attitude de Benjamin Netanyahou, il a été obtenu après la visite de l'envoyé spécial de Donald, que lui a fait l'envoyé spécial de Donald Trump. Et si cet accord est signé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Eh bien, parce que tout le monde, il va dire, moi j'ai réussi ce que les démocrates n'ont jamais réussi, puisqu'il faut se souvenir que Obama, son 21 janvier 2009, quel a été son premier acte de nouveau président, le président démocrate Obama? C'était de régler la question, de s'occuper de la question palestinienne, israélo-palestinienne. Il a même dit à l'époque qu'il allait la régler en un an. Et son premier geste officiel au nouveau président Obama, c'était de prendre son téléphone et d'appeler Mahmoud Abbas. Eh bien, ils n'y sont pas. Il a fait ensuite le discours du Caire, etc. Il n'a pas du tout réussi. Et si il y a vraiment un accord appliqué, ça sera considéré par tout le monde comme un immense succès de Donald Trump, mais encore faut-il être prudent parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Rina Bassis, mais c'est intéressant parce qu'effectivement les deux émissaires, il y avait l'émissaire à Doha de Donald Trump et l'émissaire de Joe Biden qui ont travaillé ensemble avec en plus effectivement, il me semble qu'il y avait les services secrets israéliens, bien sûr le Qatar représenté, l'Égypte, tout ça, donc c'est passé à Doha. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Renaud Girard. Je crois que c'est une énorme victoire pour M. Trump. Et regardez, il va arriver le 20 janvier, je crois que c'est lundi. Peut-être dimanche même, on va avoir partout dans les télés, partout dans le monde, ces photos de femmes libérées à Gaza. Et tout ça, ça sera attribué, ça sera des heures avant son investiture. C'est lui qui en profitera. Je crois que c'est lui qui profite. C'est lui qui a forcé tout le monde à le faire. C'est lui aussi qui pourra utiliser ça plus tard. Si vraiment il va essayer d'imposer aussi un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'est lui qui va dire... Regardez, même avant que je commençais, même les jours avant mon investiture, regardez ce que je vous ai apporté, quel cadeau au monde libre. C'est lui qui en profitera alors que ça a été quand même un travail de l'administration Biden, il faut tout de même le dire. Pendant des mois. Un travail sans succès parce que les 47 000 morts et la destruction de 2/3 de toutes les infrastructures de Gaza, elles ont eu lieu. Mais cet accord, c'est le même que celui du mois de mars. Alors que Biden, dès novembre 2003, se faisait fort de retenir la main israélienne. Mais il n'y est pas arrivé. Mais ce sont sur les termes de la proposition de Joe Biden qu'aujourd'hui, a priori, un accord est conclu. C'est en fait une proposition israélienne pour commencer. Voilà. Ça, c'est M. Biden aussi avoué que la proposition qu'il a présentée le mois de mai, c'était une proposition qu'Israël a rédigée
Après, M. Netanyahu, bien sûr, a ajouté des conditions. Et à chaque fois, effectivement, non appliquée depuis le mois de mars. Elle dure, cette proposition. Justement, on va à Jérusalem. Claire est toujours là. On apprend, alors c'est une source Reuters, que Israël pourrait justement réduire ses forces au niveau du couloir de Philadelphie, ce fameux couloir qui est à la frontière égyptienne et que Israël ne voulait pas lâcher. C'était ça un petit peu le point d'achoppement de toutes ces discussions. Donc là, il pourrait effectivement réduire leur force au niveau de ce couloir qui se trouve à la frontière égyptienne, Claire. Oui, ça a été un point de dissension pendant des mois au fil des négociations. Il y a eu des rumeurs aujourd'hui disant que l'armée israélienne commençait dès à présent à enlever un peu de ses forces de ce couloir de Philadelphie. On n'a pas pu confirmer formellement ces rumeurs, mais en tout cas, il semblerait que oui, le couloir de Philadelphie devrait être libéré de ses forces israéliennes. C'est en tout cas ce qui se dit des fuites de cet accord. Je reçois en temps réel en ce moment des vidéos de célébration de Palestiniens de Gaza. Même si l'accord n'a pas encore été formellement annoncé, les Palestiniens de Gaza sont enfin soulagés après 15 mois de guerre. Ce sont des scènes absolument incroyables qui se déroulent en ce moment à Gaza, le soulagement de 2,4 millions de personnes. Vous disiez que vous n'y croyez pas, vous, Renaud Girard, à ce retrait des forces israéliennes du couloir de Philadelphie. Bien, écoutez, mais manifestement, il y aura peut-être les hommes politiques ont le droit des concessions de ce côté-là. De changer d'avis, mais je sais très bien ce que Netanyahou m'a dit lorsqu'il m'a reçu pendant 1 heure au mois d'octobre dernier, et ce qu'il m'avait déjà dit d'ailleurs lorsqu'il m'a reçu au mois de juin dernier. Je sais très bien ce qu'il m'a dit, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui. Et effectivement, moi je pense que cet accord, c'est très bon pour les Israéliens, pour les Palestiniens, et je suis d'accord avec vous, pour l'ensemble de la région du Proche-Orient et même du Moyen-Orient. Justement, sur les Palestiniens, Adel Bakawan, elle le disait à l'instant, que tous ces contacts, et on a vu ces images de vraiment ces milliers de Palestiniens heureux qui se disent qu'ils vont pouvoir retourner à Gaza. Donc c'est quand même un espoir immense là ce soir. Écoutez, lorsque vous avez 45 000 morts, lorsque vous avez des milliers et des milliers de blessés, lorsque vous avez des universités, des écoles, des mosquées, des rues, des quartiers, des villes, des villages détruites, et vous n'avez aucun accès au monde extérieur. Vous êtes dans une grande prison. Dans cette grande prison, il y a une porte qui s'ouvre. Bien évidemment, c'est de la joie, mais personnellement, je reste toujours à cette heure-là sur votre plateau France 24. Tant que il n'est pas annoncé officiellement, je reste très très prudent parce que au dernier moment, les Israéliens et les Palestiniens, ils peuvent l'annuler, même si pour les Palestiniens... Malgré la pression de Trump, là, ça serait quand même difficile. Même s'il faut le dire, pour les Palestiniens, il n'y a pas que Hamas. Il y a les 3 délégations du Djihad, du Front populaire et du Hamas à Doha. Et il y a un consensus entre les 3 groupes. Ils l'ont validé eux-mêmes. Maintenant, la balle est... Et comment l'expliquer, ce consensus? Parce qu'on sait justement qu'il y avait des dissensions entre eux. Cette fois, le grand progrès qu'il y a eu, c'est que les négociations se sont faites pour la première fois dans un même immeuble. Alors, ils n'étaient pas en face, comme nous sommes en face là. Ils étaient dans 2 pièces différentes, mais c'est la première fois. Et donc, la navette entre les deux salles, les 2 délégations, si vous voulez... Donc, la délégation israélienne et la délégation palestinienne, avec ses différents groupes, était beaucoup plus facile. Et c'est la première... Et ça, c'est technique, mais ça s'est fait un peu comme une médiation, comme on fait des médiations dans le business, si vous voulez. C'est comme ça qu'on fait des médiations entre 2 sociétés qui ont un problème avant de passer devant le juge, si vous voulez. Eh bien, on a fait la même méthode au Qatar, dans le même immeuble, et c'était la première fois depuis le début de ces négociations. Ça nous dit peut-être que les intentions n'étaient pas les mêmes et qu'on voulait... Ça nous dit peut-être que les intentions n'étaient pas les mêmes et qu'on voulait vraiment cette fois parvenir à un accord. Sans doute. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire tout simplement, ces mouvements palestiniens, ils ne sont pas que des mouvements engagés dans le domaine militaire. Ils sont aussi des acteurs politiques tout à fait conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils savent très bien que cet accord, c'est le maximum possible aujourd'hui, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, à cette époque-là, à cette période-là. Au-delà de ça, rien n'est possible à part de la destruction totale. Mais quel est le niveau de destruction du Hamas, justement, aujourd'hui? Écoutez, on n'a pas des chiffres exacts, on a des estimations de la part vraiment des spécialistes de ce mouvement. On estime les infrastructures de Hamas à 80%.
À 80%, même si on parle aujourd'hui de Mohamed Sinwar, le frère de Yahya Sinwar, qui a reconstitué, moi j'y crois absolument pas. C'est ce qu'on entend, ça, que le frère de Yahya Sinwar aurait reconstitué justement. Je pense personnellement, les conditions objectives à Gaza ne sont absolument pas réunies pour construire même des petites cellules. Il est possible, bien évidemment, que les 20% de Hamas qui restent encore s'engagent dans cette résistance, mais c'est une résistance à la marge, dans la marge. Hamas est détruit comme le Hezbollah, comme les autres organisations miliciennes au Moyen-Orient. Un mot justement sur les otages. On parlait de ces femmes, a priori, donc 33 otages qui seraient d'abord libérés pendant cette première phase. 42 jours, c'est ça, la première phase. Vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails, peut-être, Rina Bassiste. Oui, donc disons, si ces 42 jours vont commencer, disons, dimanche, donc dimanche, espérons, on va voir la libération des 3 femmes. Une semaine après encore. Et comme 3 otages par semaine, jusqu'à la dernière semaine. La dernière semaine, il y aura quand même 14 otages. Donc, c'est un petit peu différent pour arriver à ce chiffre de 33. D'abord, les femmes. Les enfants, bon, il y a 2 enfants qui sont sur la liste. On sait très bien, c'est Kfir Ariel Bibas. Les enfants Bibas. Alors, voilà, on ne sait pas s'ils sont vivants ou non. Qui fêtait ses 2 ans d'ailleurs cette semaine. Bon, on n'a pas beaucoup d'espoir, mais on peut toujours prier. Et donc, les femmes, les enfants, des personnes blessées, et des hommes qui ont plus de 50 ans. Et on sait que Ofer Calderon et Oadi Alomi, les 2 franco-israéliens, sont aussi sur la liste, et finalement aussi des femmes soldates. Et là aussi, c'est très particulier parce qu'on parle de clés différentes pour la libération justement des prisonniers israéliens. Et quand on va arriver à cette phase des femmes otages, là, la clé augmente a priori à 50 prisonniers palestiniens pour chaque femme et soldat libéré. Un mot justement sur... Alors, est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'il y a une liste sur les prisonniers palestiniens? Parce qu'on entend dire effectivement que Marwan Barghouti serait peut-être libéré. C'est Ofer Bronstein qui nous le disait sur ce plateau. Ça serait quand même un événement si c'était le cas, René Girard. Un événement, ça serait une très grande... Pour rappeler un peu qui est Marwan Barghouti. Oui, Marwan Barghouti, c'était donc un fidèle de Yasser Arafat, c'était donc un militant du Fatah, et donc il a, dès 1988, avec le mouvement Fatah, reconnu le droit à l'existence d'Israël, et puis il y a eu les accords d'Oslo de 1993, qui prévoyaient l'accession progressive des Palestiniens à un État ou à une autonomie, avec zone par zone, si vous voulez. Et lui, il était tout à fait enthousiaste à ce moment-là, ce Marwan Barghouti. Il parle très bien hébreu. Il a beaucoup appris dans les prisons, mais il parle très bien hébreu. Et il avait fondé une association d'amitié entre les parlementaires, les représentants palestiniens et les représentants israéliens. Et puis, il a complètement changé. Il a sans doute été déçu par ce qui se passait en Israël. Vous savez que le Parti travailliste qui avait fait ces accords d'Oslo dont j'ai parlé a été remplacé par le parti Likoud de M. Netanyahou. Donc il a été déçu. Puis ensuite, il y a eu l'intifada qui a commencé, la deuxième intifada. Ça faisait combien de temps qu'il est 2000. Ça fait combien de temps qu'il est en prison? Il a été au début des années 2000, il a été mis en prison, condamné à de très sévères peines de prison, mais il est quand même considéré par beaucoup de Palestiniens, et pas seulement par des Palestiniens, il est considéré par beaucoup de gens dans le Moyen-Orient, et même en Occident, comme le Nelson Mandela, si vous voulez, le seul palestinien. Il est le seul qui fait le consensus aujourd'hui parmi les Palestiniens, à la fois islamistes et nationalistes. Oui, alors pourquoi les Israéliens le libéreraient? À la fois Hamas et Fatah. Il n'y a pas un seul groupe palestinien qui refuse le leadership de Marwan Barghouti. Et pourquoi Barghouti, aujourd'hui, vous avez un président palestinien, Mahmoud Abbas, malade. Malade politiquement, malade économiquement et malade physiquement. C'est fini, Mahmoud Abbas. Il faut absolument un interlocuteur crédible. Il pourrait l'être, légitimité. Il a la légitimité de la révolution, comme ils le disent eux-mêmes. Il a la légitimité populaire. Il a la légitimité politique. Il y a un consensus à la fois à l'intérieur des Palestiniens, mais aussi dans le monde arabe et même en Europe. Il est accepté, il est crédible. Je ne comprends pas
pourquoi les Israéliens ne se donnent pas cette arme? Avec qui on peut négocier? Avec qui on peut dialoguer? Alors peut-être. Alors est-ce qu'il est sur la liste ou pas? Est-ce que c'est une rumeur pour l'instant? Ça serait une accélération extraordinaire de la diplomatie israélienne. Mais Israël, dans son histoire, nous a montré qu'ils étaient capables d'agir politiquement, d'avoir des tournants politiques extrêmement rapides. Et c'est incroyable, mais c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ces derniers mois, ce n'est pas le Fatah qui réclamait sa libération, son parti originel. C'est le Hamas. Exactement. Ça nous dit peut-être les intentions peut-être du Hamas. Vous parliez peut-être de Marwan Barghouti qui, s'il était libéré, serait redevable au Hamas. Est-ce que le Hamas joue justement cette carte Marwan Barghouti pour après l'attirer vers lui? Évidemment, c'est trop tôt puisqu'on n'a pas la confirmation à l'heure où on parle qu'il sera évidemment... En tout cas, le Hamas doit être quand même... La popularité du Hamas qui a été grande lorsqu'ils ont gagné les élections en 2006, mais qui est beaucoup descendu puisqu'ils ont quand même mis un régime de frères musulmans extrêmement dur et en fait détesté par une partie de la population. Il faut le dire, hein, c'est pas du tout un mouvement démocratique, le Hamas. Et je pense que s'il y avait des élections libres ou un référendum, la cote du Hamas baisserait beaucoup, en tout cas dans la bande de Gaza. C'est notamment effectué depuis le 7 octobre. Tout à fait, dans la bande de Gaza. Mais effectivement, c'est un interlocuteur possible. Il est respecté par tous les Palestiniens. Il parle très bien l'hébreu. Il connaît très bien les Israéliens. Et il pourrait effectivement être cet interlocuteur avec qui on déciderait d'une reconstruction qui serait financée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cette trêve, il faut attendre effectivement quelques jours pour savoir si elle va effectivement être signée, appliquée. On attend encore une déclaration du Qatar et on a une nouvelle déclaration de Donald Trump qui dit qu'il ne laissera pas Gaza devenir un refuge pour terroristes. Donc là, on est vraiment déjà dans l'avenir, si je puis dire, hein, sur... Ça veut dire pas de Hamas. C'est-à-dire le Hamas ne participera pas à la politique, à la direction politique du Gaza. D'ailleurs, Netanyahou n'en veut pas. Et là, Trump l'a dit très clairement. Là aussi, c'est un point nuancé. En fait, lorsqu'on parle de Hamas pendant la négociation, j'ai eu, comme vous, un accès à ces dossiers-là, les 3 étapes, étape par étape. Il y a un dossier qui a attiré mon attention, c'est-à-dire travailler. D'ailleurs, c'est le cas pour le Hezbollah libanais aussi. Accepter le Hamas comme un mouvement politique et non pas comme un mouvement militaire. Ça fait partie... Le passage du Hamas d'un mouvement militaire à un mouvement uniquement politique, cela est tout à fait négociable. Ah oui? Alors, Rina Bassi, ça n'a pas l'air... Moi, je vois les choses un peu différemment. On ira ensuite à Jérusalem. Dans la société israélienne d'après le 7 octobre, il n'y a absolument aucune possibilité d'accepter le Hamas sur aucune forme, y compris les centres et même, je dirais, la gauche israélienne. Je crois que c'est absolument exclu. Il faudra justement trouver d'autres. C'était le cas pour le Fatah aussi dans les années 70-80. Le Fatah qui était considéré comme un mouvement terroriste, mais finalement on a négocié avec Fatah, on l'a accepté. Le Fatah est devenu votre partenaire. Je voulais dire, dans le monde politique, il n'y a pas l'impossible. Tout est possible, tout est négociable. Ne changeons pas à 180 degrés, parce qu'on était au début sceptiques sur cet accord. Et là, on parle déjà d'avenir, mais c'est pas grave. Et là, on peut pas. Là, on est dans des rêves, là, quand même. Oui, mais enfin, on doit en parler. Mais on a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Alors justement, Jérusalem, Claire, vous êtes toujours avec nous. Lorsque Donald Trump dit qu'il ne laissera pas Gaza devenir un refuge pour terroristes, là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ce qui est certain, c'est que les Israéliens, ils ont eu 2 objectifs dès le début, qui étaient la libération des otages et la destruction du Hamas. Les experts estiment que le Hamas a été largement vaincu dans cette guerre, mais il reste néanmoins des combattants. Le Hamas a aussi la possibilité de recruter de nouveaux combattants. Il y a 2,4 millions de personnes à Gaza, profondément traumatisées par les atrocités de cette guerre, et nombre d'hommes veulent revanche. Il y a 24 heures, un article très intéressant du Wall Street Journal qui estimait que le Hamas avait dès à présent recruté de nouveaux combattants, et ça, bien sûr, les Israéliens l'ont bien en tête. Le gouvernement israélien dit que ce n'est pas forcément la fin de la guerre, veut garder une possibilité d'action à Gaza. Ce cessez-le-feu, ça ne signifie pas forcément qu'on va arrêter de parler de la guerre Israël-Hamas. C'est une nouvelle phase, c'est certain. Ça change énormément de choses pour les civils palestiniens, ça change énormément de choses aussi pour les familles d'otages, mais la situation reste extrêmement volatile et il faudra voir aussi si ce cessez-le-feu tient sur la durée. Adel Bakawan, sur l'accord entre Israël et le Hezbollah, justement, qui normalement arrive à terme dans 2 semaines, hein, c'est ça? Est-ce que le fait qu'il y ait une trêve
entre Hamas et Israël, ça peut avoir un impact sur peut-être une prolongation du côté du Hezbollah-Israël ou pas? Prolongation, je pense, c'est fort probable. C'est fort probable parce que le Hezbollah n'est absolument plus en mesure d'attaquer Israël. Le Hezbollah a changé. Aujourd'hui, même à l'intérieur du Liban, on a un autre président, on a un autre premier ministre, on aura un autre gouvernement. Les conditions objectives sont changées. La communauté internationale est là. Demain, le président Macron se rendra à Beyrouth. Il retrouvera une autre Beyrouth, un autre Liban. Non, le Hezbollah, c'est fini pour au moins pour 5 à 10 ans. Personnellement, je suis plutôt dans le paradigme d'une politisation totale du Hezbollah, comme ça a été le cas dans les années 90 pour les autres organisations miliciennes libanaises. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi finalement l'accord a été conclu qu'aujourd'hui et pas il y a quelques mois. Il faut peut-être se dire aussi que Benyamin Netanyahou, il voulait pousser son avantage militaire. Aujourd'hui, le Hamas est dans un état, monsieur en parlait, a priori 80% de ses installations, de ses capacités détruites. Netanyahou n'avait peut-être pas intérêt il y a quelques mois à conclure cet accord, beaucoup plus aujourd'hui. Oui, mais en même temps, une bassiste, Claire Duhamel, avait l'air de dire que le Hamas n'était pas complètement éradiqué, enfin que... voilà, donc... Ça, c'est une utopie, l'éradication, a priori, du Hamas. Oui, l'éradication complète. Voilà, c'était le but de guerre de Netanyahou, me semble-t-il, l'éradication du Hamas. Hein. Oui, on ne parle pas de l'éradication du Hamas, on parle plutôt de l'éradication de ses capacités militaires et ses capacités de gouvernement. Donc ça, c'est deux choses qui ne sont pas exactement la même chose. Mais il y a quand même quelque chose qu'on a noté en Israël, et depuis justement le moment où on a tué Yahya Sinwar, à ce moment, tout le monde a parlé, il n'y a plus ni de dirigeants de Hamas à l'extérieur, ni à l'intérieur de la bande de Gaza, et qui va exactement décider. Et là, on voit quand même que Mohamed, il y a son frère. Voilà, son frère, il opère quand même, il prend des décisions, et il fallait attendre sa décision. Et Hamas à l'extérieur de la bande de Gaza ne pouvait pas prendre la décision lui seul. Ça, c'est quand même quelque chose qu'Israël faudra faire avec et voir comment continuer de cette situation-là. Si Mohamed Sinwar a accepté, c'est parce que Mohamed Sinwar est parfaitement conscient de ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Il connaît parfaitement ses marges de manœuvre, ses capacités. Mais il a mis du temps à accepter, me semble-t-il, non? Pardon? Il a mis du temps à accepter. Écoutez, vous pensez que Mohamed Sinwar, il peut prendre un téléphone portable pour appeler Doha pour dire j'accepte? Non, il doit passer par un ensemble de filtres le temps que le message arrive à Doha. Ça prend du temps, mais s'il a accepté, c'est parce qu'il est parfaitement conscient qu'il est en situation d'extrême fragilité. Et dans cette extrême fragilité, il l'a signé malgré lui. Un mot tout de même sur l'après, même si on anticipe un peu, parce qu'effectivement, on ne sait toujours pas si cet accord sera véritablement appliqué. Mais tout de même, Renaud Girard, il va y avoir ce discours de Joe Biden qui est reporté, me dit-on, parce qu'il attend que le Qatar s'exprime avant justement de s'exprimer lui-même. Cette solution à deux États, Anthony Blinken en parlait encore hier, ne serait-ce qu'hier. Donald Trump a une vision qui n'est pas du tout celle-là, ou est-ce que finalement, il finirait par adopter ce type de principe? Alors là, vous avez raison de dire que la position officielle des États-Unis, c'est-à-dire toutes les résolutions qu'ils ont votées aux Nations Unies, et ils sont membres évidemment permanents du Conseil de sécurité, c'est la solution à deux États. Mais Donald Trump a nommé un nouvel ambassadeur en Israël qui s'appelle Huckabee, qui est un ancien gouverneur d'un État du sud des États-Unis, et il est extrêmement sioniste, et il a fait des déclarations pas récentes, mais lorsqu'il a fait un voyage, je crois, c'était en 2017, je parle sous le contrôle de ma consoeur, il a dit « Ah, mais pourquoi parle-t-on de territoires occupés? Pourquoi parle-t-on de Samarie? Ce sont des communautés, ce sont des villes, en parlant des colons, bien sûr, et il n'a jamais voulu utiliser le terme officiel, technique, juridique de territoires occupés ou de colons, comme partout dans le monde. Ça veut dire que Netanyahou va négocier là-dessus avec Donald Trump sur justement une annexion. Donald Trump ne se précipitera pas. Enfin, Donald Trump ne se précipitera pas et n'a pas envie. Ça ne sera pas son urgence de donner un État aux Palestiniens, sauf que il a envie, lui, Donald Trump, d'élargir ses accords d'Abraham, qui était son grand succès diplomatique de son premier mandat. C'est-à-dire de faire en sorte que
Israël soit mieux implanté dans son environnement régional, et donc d'ajouter aux Émirats, Bahreïn, au Maroc, etc., au Soudan, il y en avait 4 aujourd'hui, voilà. 4 États d'ajouter, c'est très, et il y a déjà aussi évidemment l'Égypte et la Jordanie, et d'ajouter un grand paquet qui est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, le MBZ, l'homme qui dirige l'Arabie Saoudite, MBS, pardon. Mohamed Ben Salman. MBZ, c'est l'Émirati. Oui, l'Émirati, voilà. MBS, c'est-à-dire le prince héritier, mais c'est lui qui dirige l'Arabie Saoudite, a dit publiquement qu'il n'entrerait dans les accords d'Abraham que si il y avait une perspective tout à fait sérieuse et négociée d'établissement d'un État palestinien correspondant à ce qui avait déjà été négocié lors des accords d'Oslo. Et hélas, avec ce paradigme de Donald Trump américain, nous allons probablement nous allons sortir probablement de cette crise actuelle. Mais pour le moment, et parce qu'on ne traite pas le problème dans ses racines, c'est-à-dire un peuple palestinien qui a le droit d'avoir accès à un État, tant qu'au Moyen-Orient, nous n'avons pas réglé deux problèmes, le problème du peuple kurde et le problème du peuple palestinien, c'est-à-dire ces deux peuples avec leur accès à deux États indépendants, il n'y aura pas la sécurité au Moyen-Orient. Je vous interromps parce qu'on va tout de suite à Doha, au Qatar. Il y a une déclaration maintenant du porte-parole du ministre des Affaires étrangères. Et les États-Unis d'Amérique sont heureux d'annoncer que les deux parties en conflit ont parvenu à un accord pour un cessez-le-feu